Masunare tai passe sin chaudan mona paten, comme si olen tai propritia. Elle lisait mon courrier, utilisait mes affaires, fouillait dans mes tiroirs 23 fois en 6 mois. Je lui ai demandé d'arrêter. Elle a ri et a dit, « Tu réagis de manière excessive. » Alors, j'ai déménagé discrètement une semaine plus tard. L'alarme s'est déclenchée à 3 heures du matin. C'est là que tout a changé. La première fois que j'ai réalisé que mon appartement à Boston ne m'appartenait pas vraiment, ce n'était pas parce que j'avais vu un étranger dans le couloir ou entendu des pas derrière ma porte. C'était plus petit que ça, plus calme, et d'une certaine manière pire. Je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé une lampe allumée que je savais avoir éteinte. L'air sentait le shampoing de quelqu'un d'autre, doux et floral, accroché à la vapeur encore piégée dans le miroir de la salle de bain. Mon plaid était plié comme ma mère plie les couvertures, coin serré, bord parfait, comme si la pièce elle-même avait été corrigée pendant mon absence. Dehors, la ville continuait de bouger comme toujours. Les pneus sifflaient sur la chaussée mouillée. Quelque part vers Boston, une sirène montait et descendait, puis disparaissait dans la nuit. Je suis restée dans mon entrée, mes clés toujours à la main, écoutant le moindre son qui confirmerait ce que mes yeux soupçonnaient déjà. Rien, juste le bourdonnement sourd du bâtiment, le léger cliquetis du chauffage, le doux murmure de ma propre respiration. Je me suis dit que je dramatisais. Je me suis dit que j'avais probablement oublié, que j'étais fatiguée, que j'étais le genre de personne qui remarque trop de choses et imagine le reste. Mais je ne l'imaginais pas. À la fin, ma jeune sœur Claire s'était introduite dans mon appartement 23 fois en 6 mois. Je n'ai pas compté au début. Je ne suis pas le genre de personne qui tient des comptes comme ça. Pas avant d'y être obligée. Pas avant que ma vie ne commence à ressembler à celle de quelqu'un d'autre qui la modifie quand j'ai le dos tourné. Il a fallu un certain temps pour que le schéma devienne indéniable. Un relevé de carte de crédit sur mon comptoir que j'avais laissé à l'intérieur de l'enveloppe, maintenant ouverte comme une bouche. Un colis adressé à moi qui avait été ouvert proprement sur le côté. Une nouvelle bouteille d'huile d'olive à moitié vide alors que je n'avais pas cuisiné de la semaine. Mon tiroir à pyjama légèrement décalé, comme s'il avait été refermé trop vite par quelqu'un qui se fichait de son apparence. Que faites-vous pendant que vous écoutez cette histoire? Moi, j'étais recroquevillée sur mon canapé avec une tasse de tisane à la camomille, portant toujours mes vêtements de travail, chaussures enlevées, fixant le Judas comme s'il allait me cligner des yeux en retour. Je suis marin. J'ai 32 ans et je travaille comme coordinatrice de projet pour une entreprise de logistique au centre-ville. Le genre de travail où tout est une échéance et chaque erreur a un numéro attaché. Les gens aiment plaisanter en disant que Boston vous endurcit, que soit vous vous faites une colonne vertébrale, soit vous gelez. Je pensais qu'emménager chez moi serait le moment où je ferais la mienne. J'avais un 2 pièces dans un immeuble de hauteur moyenne non loin de Back Bay. Assez près pour marcher jusqu'au métro quand le temps le permettait. Assez près pour prétendre que j'étais le genre de femme qui avait sa vie rangée et installée. Je payais mon loyer à temps. Je gardais mon frigo rempli. Je faisais mon lit presque tous les matins. J'aurais dû me sentir en sécurité. Mais la sécurité, ce n'est pas juste des serrures et des verrous. La sécurité, c'est savoir que personne ne touchera à ce qui est à vous quand vous n'êtes pas là. Claire a 5 ans de moins que moi. 27 ans. Et elle a toujours eu cette façon de traverser le monde, comme si les portes devaient s'ouvrir avant qu'elle ne les atteigne. Elle est jolie d'une manière qui semble ne demander aucun effort. De grands yeux, des cheveux brillants, le genre de sourire qui donne envie aux gens de lui donner une seconde chance. Elle se dit influenceuse lifestyle, bien que la plupart de ses revenus arrivent par à-coups, un partenariat de marque ici, un poste sponsorisé là, et beaucoup d'aides de papa et maman entre les deux. Elle est aussi le genre de personne qui peut s'approprier n'importe quel espace en quelques minutes. Elle ne demande pas, elle suppose. Elle ne s'excuse pas. Elle en rit et vous fait sentir coincé pour l'avoir remarqué. La première fois qu'elle est entrée toute seule,
elle n'a même pas fait semblant d'être discrète. Je suis rentrée du travail et je l'ai trouvée assise en tailleur sur mon tapis, mon ordinateur portable ouvert, mon chargeur branché au mur, ma tasse à la main. Elle a levé les yeux, comme si c'était moi qui l'avais surprise. « Ah bien », a-t-elle dit, comme si j'étais en retard pour une réunion. Je commençais à m'ennuyer. Je me souviens avoir cligné des yeux, tenant toujours mon sac fourre-tout, pensant encore à l'email que je devais envoyer avant le matin. « Claire, comment es-tu entrée ?» Elle a haussé une épaule. « Maman m'a donné le double. »« Bien sûr. » J'ai essayé de garder ma voix calme. « Tu ne peux pas juste entrer quand tu veux. » Elle a levé les yeux au ciel et a fait un geste de la main vers la pièce. « Ce n'est pas comme si j'étais une inconnue. Je suis ta sœur. Et puis, tu travailles trop. Tu es toujours seule. C'est triste. » Elle a dit que c'était triste. Comme si elle me diagnostiquait. Comme si être seule chez moi était un symptôme. Et le truc, c'est qu'une partie de moi voulait encore être la raisonnable, la mature. Je me suis dit qu'elle était juste claire. Je me suis dit que je pouvais régler ça avec une simple conversation. Alors, j'ai appelé maman ce soir-là. J'ai dit, « Maman, j'ai besoin que tu reprennes le double des clés à Claire. Elle ne peut pas entrer dans mon appartement sans demander. » Maman a soupiré comme si je lui avais demandé de refinancer une maison. « Marin, chérie, c'est la famille. » Elle vérifiait probablement juste si tu allais bien. Vérifier si j'allais bien. J'ai goûté les mots comme s'ils étaient amers. Elle utilisait mes affaires. Maman a fait ce petit son doux qu'elle fait quand elle est sur le point de transformer mes sentiments en quelque chose d'incommode. Tu as toujours été sensible. Claire essaie juste d'être proche de toi. J'ai regardé ma table basse. Il y avait une tache de mascara sur une serviette, noire et négligée. Claire n'avait pas seulement été proche de moi. Elle avait été à l'intérieur de mon espace, à l'intérieur de ma vie, laissant des empreintes que je ne pouvais pas effacer. Puis papa a pris la ligne un instant parce que maman met toujours papa sur la ligne comme pour sceller la conversation. Il n'a pas dit grand-chose. Il ne le fait jamais. Marin, a-t-il dit, maintiens juste la paix. Ta mère a raison. Claire est de la famille. Maintenir la paix. C'est drôle comme cette phrase veut toujours dire la même chose. Ça veut dire que je devrais ravaler mon inconfort pour que personne d'autre n'ait à se sentir mal à l'aise. Après ça, les visites ont cessé d'être occasionnelles. Elles se sont transformées en autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la propriété. Un après-midi, je suis rentrée chez moi et mon courrier était empilé proprement sur le comptoir de ma cuisine. Pas comme je le laisse. Je le laisse en éventail désordonné parce que je suis toujours pressée. L'enveloppe du dessus, une lettre de la banque, avait été ouverte et soigneusement refermée. Le bord était encore rugueux là où la colle n'avait pas complètement pris. Mon estomac s'est glacé. Comme quand on réalise qu'une limite a déjà été franchie et qu'on ne trouve l'empreinte que maintenant. Je suis restée là à fixer cette enveloppe, essayant de décider si je réagissais de manière excessive comme tout le monde me le disait toujours. Je me suis dit, peut-être que je l'ai ouverte et oubliée. Peut-être que je perdais la tête. Puis j'ai vu la deuxième enveloppe, une facture médicale, également ouverte. La troisième, une publicité, intacte. Claire avait trié. Elle avait lu ce qui comptait. Un autre jour, c'étaient les tiroirs de ma commode. Je connais mes tiroirs. Je sais comment mes pulls sont pliés en piles douces et comment mon tiroir à chaussettes est rempli de paires dépareillées parce que je n'ai jamais la patience de les trier. Je suis rentrée et j'ai trouvé mon tiroir à lingerie poussé un peu trop loin. Un coin d'une bretelle de soutien-gorge était coincé dans l'espace comme s'il essayait d'appeler à l'aide. Rien ne manquait. Ça rendait presque la chose pire. Ça voulait dire qu'elle ne volait pas. Elle cherchait. Elle me rappelait qu'elle le pouvait. Ensuite, c'était la cuisine. Épices réorganisées.
Mon huile d'olive déplacée de l'arrière vers l'avant. Ma tasse préférée, celle avec le bord ébréché que je garde parce qu'elle donne au thé un goût de réconfort, assise dans l'évier avec du rouge à lèvres sur le bord. Claire ne boit pas de thé. Claire boit du café glacé et appelle ça une personnalité. Chaque fois, je ressentais la même montée lente de panique. Pas une panique bruyante, une prudente, le genre qui s'installe dans votre poitrine et vous fait marcher dans votre propre maison comme si vous étiez un intrus chez quelqu'un d'autre. J'ai commencé à me tester comme une personne qui ne peut pas faire confiance à sa propre mémoire. Je laissais un stylo sur mon bureau à un certain angle. Je plaçais un élastique à cheveux sur le comptoir de la salle de bain. Je glissais un reçu dans un livre de cuisine. Et puis je rentrais et trouvais le stylo déplacé, l'élastique parti, le reçu posé sur le dessus du livre de cuisine, comme si quelqu'un avait voulu que je le remarque. Ce n'était pas juste que Claire entrait. C'était qu'elle voulait que je sache qu'elle était passée. Le pire, c'était la facilité avec laquelle elle en parlait quand je la confrontais. Je l'ai surprise un soir alors qu'elle s'introduisait pendant que j'étais chez moi. J'étais debout dans le couloir en chaussettes, mon cœur s'emballant déjà avant même que la serrure ne clique parce que mon corps apprenait la peur comme il apprend la météo. Elle est entrée avec un sac fourre-tout et un sourire. « Et » a-t-elle dit. « J'ai apporté ma ring light. J'ai besoin de ta fenêtre pour un shooting. Ton appart a une meilleure lumière que le mien. Tu ne peux pas continuer à faire ça, » ai-je dit. Ma voix m'a surprise. Elle semblait plus stable que je ne me sentais. Claire a cligné des yeux, comme si elle ne m'avait pas bien entendu. Marin, sérieusement. J'ai levé mes clés. Comme une personne tient une petite arme. Je te demande d'arrêter de venir ici. Tu as ouvert mon courrier. Tu as fouillé dans mes tiroirs. Tu utilises mes affaires comme si tu vivais ici. Ce n'est pas le cas. Elle a ri, un rire rapide et clair comme si j'avais raconté une blague. Tu réagis de manière excessive. Mon Dieu, tu réagis toujours de manière excessive. Ce rire m'a fait quelque chose. Il a rendu ma peau trop serrée. Il a fait basculer la pièce parce que ce n'était pas juste un rejet. C'était le même regard qu'elle me lançait quand nous étions enfants et que je la suppliais d'arrêter de prendre mes affaires. Le même regard qui disait que mon inconfort était un divertissement. J'ai essayé une fois de plus. J'ai besoin que tu me donnes la clé. Elle a agité la main comme si elle chassait une mouche. Maman a dit que je pouvais l'avoir. Si tu veux te battre à ce sujet, bats-toi avec maman. Et voilà, le triangle. Claire blottie en sécurité derrière maman, et papa quelque part en arrière-plan, faisant semblant de ne pas entendre le bruit. Je me suis battue avec maman. Pas en criant, pas de manière dramatique, juste ferme. Maman, ai-je dit, je ne ferai pas ça. Je suis une adulte. C'est ma maison. J'ai besoin que tu reprennes la clé à Claire. La voix de maman est devenue tranchante. Marin, ne m'oblige pas à choisir entre mes filles. J'ai failli rire alors parce qu'elle avait déjà choisi. Elle avait choisi il y a longtemps. Mais tout ce que j'ai dit, c'est « Je ne te demande pas de choisir. Je te demande de me respecter. » Papa a pris la ligne en arrière-plan, le ton fatigué. Marin, s'il te plaît, laisse tomber. Ta mère a assez de stress. Assez de stress. C'était toujours à propos du stress de maman. Jamais à propos de ma sécurité. Jamais à propos de mon droit de respirer chez moi, sans me demander qui était passé avant. Cette nuit-là, je me suis assise au bord de mon lit et j'ai écouté la ville dehors. Des voitures qui passaient, un klaxon de train lointain, le léger bruit de la musique de quelqu'un à travers le mur, des sons ordinaires, mais ils semblaient se produire dans un monde que je ne pouvais pas tout à fait atteindre. Dans mon monde, la serrure ne signifiait pas ce qu'elle était censée signifier. J'aimerais pouvoir vous dire que je me suis levée et que j'ai réglé le problème tout de suite,
que j'ai marché jusqu'à la maison de mes parents, repris la clé et imposé ma loi comme une femme intrépide dans un film. Mais la vérité, c'est que j'essayais encore de croire que je pouvais gérer ça en douceur. J'essayais encore de croire que ma famille m'entendrait si je trouvais les mots justes. Je me suis dit que ça allait se calmer. Je me suis dit que Claire s'ennuierait. Je me suis dit que maman finirait par voir à quel point c'était grave. Je me suis dit que papa finirait par intervenir. Je me suis dit beaucoup de choses, surtout parce que l'alternative était d'admettre quelque chose qui me serrait la gorge, que ma petite sœur ne me voyait pas comme une personne avec une vie propre. Elle me voyait comme une extension d'elle-même, une ressource, un endroit où puiser quand ça l'arrangeait. Et si je suis honnête, la partie la plus effrayante n'était pas que Claire continuait de venir. C'était que j'avais commencé à chronométrer mes journées en fonction d'elle. Je rentrais tôt pour la surprendre. Je restais tard au travail pour éviter d'entrer dans une autre surprise. Je vérifiais mon courrier comme si c'était une preuve. Je vivais comme quelqu'un qui ne possédait pas entièrement sa propre vie. Pourtant, à la fin de cette première période, je croyais que cela pouvait être résolu avec une meilleure conversation, un ton plus ferme, une limite posée une fois de plus fort, plus clairement, impossible à mal comprendre. Je suis allée me coucher ce soir-là avec mon téléphone sur l'oreiller à côté de moi, comme s'il pouvait me protéger rien qu'en étant proche. La serrure était tournée. La chaîne était mise. L'appartement était calme. Et je me souviens avoir pensé, demain, je leur parlerai à nouveau. Demain, je leur ferai comprendre. Parce que je ne savais pas encore que dans ma famille, comprendre n'était jamais le but. Le contrôle l'était. Ce mot a continué de tourner dans ma tête le lendemain matin, alors que je me préparais pour le travail. Je me tenais devant le miroir de la salle de bain en me brossant les dents, regardant mes propres yeux me fixer en retour. Fatiguée et légèrement creuse, comme quelqu'un qui avait dormi, mais ne s'était jamais vraiment reposé. J'ai pensé à la veille, à la facilité avec laquelle mes inquiétudes avaient été balayées. Et ça m'a frappé, rien de tout cela n'avait réellement commencé dans mon appartement. Cela avait commencé il y a des années, bien avant que j'aie un bail ou un double de clés pour lequel se disputer. Claire avait toujours été spéciale dans notre maison. Pas de manière calme, pas de la manière qui demande de la patience ou de la compréhension. Elle était spéciale de manière bruyante. De la manière qui pliait les règles autour d'elle sans que personne n'admette qu'elle pliait. Si elle oubliait ses devoirs, maman blâmait le professeur pour ne pas avoir été claire. Si elle manquait le couvre-feu, papa disait que c'était bien qu'elle ait des amis. Si elle me parlait mal ou prenait quelque chose qui n'était pas à elle, c'était balayé comme une phase ou pire, comme de la confiance. J'ai appris tôt qu'il y avait deux ensembles d'attentes dans notre famille. L'un était léger et flexible, fait d'avertissements doux et de secondes chances. Celui-là appartenait à Claire. L'autre était lourd, exigeant, plein de « tu devrais » et de « pourquoi tu n'as pas ». Celui-là m'appartenait. Quand j'étais adolescente, Claire pouvait laisser sa chambre ressembler au passage d'une tempête. Vêtements par terre, maquillage étalé sur la commode, collation à moitié mangée laissée sous le lit. Maman riait et disait qu'elle était créative. Si ma chambre ressemblait à ça, on me disait de la nettoyer immédiatement parce que je devrais être plus raisonnable. Si Claire haussait le ton, c'était de la passion. Si je le faisais, c'était irrespectueux. Je ne pense pas que mes parents se soient jamais assis pour décider cela. Je pense que c'est arrivé comme la plupart des systèmes injustes, doucement, à travers des habitudes, des excuses et la voix de la moindre résistance. Claire avait besoin de plus d'attention. Il disait que Claire était sensible. Claire avait la vie plus dure. Et quelque part en chemin, je suis devenue celle qui pouvait gérer les choses, ce qui signifiait que j'étais celle qui devait le faire. Cette dynamique n'a jamais vraiment changé. Même après que nous ayons grandi toutes les deux, elle a juste trouvé de nouveaux endroits où vivre. La semaine après avoir confronté Claire à propos de mon appartement,
j'en ai reparlé chez mes parents. Nous étions assis à leur table de cuisine, la même où j'avais fait mes devoirs et mangé des céréales, et appris lentement que la paix venait souvent au prix du silence. Maman coupait des légumes pour le dîner, ses mouvements vifs et rodés. Papa était assis en face de moi, lisant le journal, lunettes basses sur le nez. Je leur ai dit calmement que Claire s'introduisait dans mon appartement sans permission. J'ai dit que ce n'était pas correct. J'ai dit que cela me faisait me sentir en danger. Maman n'a même pas levé les yeux. Elle a dit que c'était une petite chose et que les familles partagent. Elle a dit que je montais ça en épingle. Elle a dit que Claire s'inquiétait pour moi. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Je lui ai demandé pourquoi s'inquiéter signifiait ouvrir mon courrier et fouiller dans mes tiroirs. Maman s'est arrêtée alors, le couteau planant au-dessus de la planche à découper, et a soupiré comme si j'étais difficile exprès. Elle a dit que Claire ne pensait probablement pas à mal. Elle a dit que je ne devrais pas présumer du pire. Papa a bougé sur sa chaise. Il a plié le journal et l'a mis de côté, mais il n'a pas croisé mon regard. Il a dit que je devrais essayer de m'entendre avec elle, que la vie était trop courte pour ce genre de conflit. Il a dit, « Ta mère a assez de stress. » Assez de stress. La phrase a atterri comme un poids familier. J'ai réalisé à ce moment-là que mon inconfort avait déjà été classé comme moins important que de garder les choses fluides. Moins important que Claire se sentant remise en question. Moins important que maman ayant à admettre quelque chose d'inconfortable sur la façon dont elle nous avait élevés. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai rejoué la conversation dans ma tête. De la façon dont on rejoue quelque chose qu'on aurait aimé gérer différemment. J'ai pensé à toutes les fois où l'on m'avait dit d'être la plus mature, de laisser tomber, de comprendre. La compréhension dans ma famille coulait toujours dans une seule direction. J'ai décidé d'essayer quelque chose de pratique, quelque chose de simple. Si les mots ne fonctionnaient pas, peut-être que les actes le feraient. Le lendemain matin, j'ai appelé un serrurier pendant ma pause déjeuner. J'ai pris une demi-journée de congé et je l'ai rencontré à mon appartement. C'était un homme calme avec des mains rugueuses et un visage gentil. Le genre de personne qui ne pose pas de questions à moins que vous n'offriez des réponses. Il a changé la serrure en moins d'une heure. Quand il m'a remis les nouvelles clés, j'ai senti une lueur de soulagement. Petite, mais réelle. Ça, me suis-je dit, c'était à ça que ressemblait la prise de contrôle. J'ai envoyé un SMS à maman pour lui faire savoir que j'avais changé les serrures et que Claire n'avait plus accès. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas expliqué. Je l'ai juste déclaré. La réponse est arrivée presque immédiatement. Maman a appelé. Je pouvais entendre la colère dans sa voix avant même qu'elle ne dise mon nom. Elle m'a demandé comment je pouvais faire une chose pareille sans lui en parler. Elle a dit que j'humiliais Claire. Elle a dit que j'agissais de manière paranoïaque. Je lui ai redit que c'était ma maison. Je lui ai dit que j'avais besoin d'intimité. Je lui ai dit que je ne demandais pas la permission. Il y a eu un long silence sur la ligne, le genre qui semble intentionnel. Puis elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que je tournais le dos à ma famille. Elle a dit que Claire était blessée. Elle a dit que je rendais les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Papa a pris le téléphone. Puis sa voix était plus calme, presque suppliante. Il a dit, « Marin, s'il te plaît. Tu sais comment devient ta mère. Donne-lui juste la clé pour les urgences. » Urgence. Je lui ai demandé quel genre d'urgence nécessitait que Claire ouvre mes relevés bancaires. Il n'a pas répondu à ça. Il a juste répété que je ne devrais pas en faire une affaire plus grosse qu'elle ne l'était. J'ai raccroché en me sentant tremblante, mais aussi étrangement lucide. Pour la première fois, j'avais fait quelque chose de concret pour me protéger. Je me suis dit qu'une fois le choc initial passé, tout le monde se calmerait. Je me suis dit que cela remettrait les choses à zéro. Ce ne fut pas le cas. 2 jours plus tard,
je suis rentrée du travail et j'ai trouvé Claire assise sur mon canapé comme si de rien n'était. Elle a levé les yeux de son téléphone et a souri. Avant même que je puisse demander comment elle était entrée, elle a levé un morceau de métal familier. Le double. Mon double. Maman me l'a rendu, a-t-elle dit. Tu as oublié qu'elle en avait un aussi. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. Colère et incrédulité s'en mêlant. J'ai demandé à Claire pourquoi elle pensait que c'était correct. Elle a haussé les épaules, complètement indifférente. Parce que ce n'est pas grand-chose. Maman a dit que tu dramatisais. Papa a dit que tu t'en remettrais. Et voilà, le règlement prononcé à voix haute enfin. Mes limites étaient optionnelles. Mes sentiments étaient négociables et Claire avait reçu l'autorité de décider lequel était quoi. J'ai appelé maman tout de suite, debout dans mon salon pendant que Claire regardait, amusée. Je lui ai demandé pourquoi elle avait rendu la clé. Maman ne l'a pas nié. Elle a dit qu'elle n'allait pas me laisser exclure Claire. Elle a dit que c'était injuste. Elle a dit qu'elle savait ce qui était le mieux. Je lui ai dit qu'elle ne décidait plus de ça. Sa voix s'est durcie. Elle a dit que si je continuais à agir comme ça, j'allais déchirer la famille. Cette phrase est restée avec moi longtemps après la fin de l'appel parce qu'elle plaçait toute la responsabilité carrément sur mes épaules. Comme si le problème n'était pas le comportement, mais mon refus de le tolérer. Comme si l'harmonie n'existait que lorsque je restais silencieuse. Claire a fini par partir ce soir-là, pas parce qu'elle avait compris, mais parce qu'elle s'ennuyait. Elle m'a embrassée sur la joue en sortant et m'a dit de me détendre. Elle a dit que je m'inquiétais trop. Après son départ, je me suis assise seule sur mon canapé et j'ai regardé autour de mon appartement. Vraiment regardé. Les meubles que j'avais choisis, les photos sur le mur, le calme qui s'installait une fois la porte fermée. Cet espace était censé être la preuve que j'avais grandi dans ma propre vie. Au lieu de cela, il ressemblait à un rappel de la facilité avec laquelle il pouvait m'être enlevé. Cette nuit-là, je suis restée au lit à écouter les bruits de l'immeuble. Chaque pas dans le couloir faisait bondir mon cœur. J'ai réalisé que je n'étais plus seulement mal à l'aise. J'étais sur les nerfs dans un endroit qui était censé m'abriter. La partie la plus difficile était d'admettre ce que cela signifiait. Cela signifiait que le problème était plus grand que Claire. Cela signifiait que l'appartement n'était que la dernière scène d'un modèle familial qui fonctionnait depuis des décennies. Un modèle où un enfant était protégé à tout prix et l'autre devait absorber les dommages en silence. Alors que je fixais le plafond, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas encore de résolution, pas une colère assez vive pour agir, juste une lourde compréhension qui se mettait en place. Ce n'était pas une question de clé. C'était une question de règlement que je n'avais jamais accepté. Un qui disait, mes besoins passaient en second, et mon espace était toujours sujet à négociation. Et pour la première fois, je me suis demandé ce qui se passerait si j'arrêtais complètement de jouer selon ces règles. Je ne connaissais pas encore la réponse, mais je savais avec une clarté qui rendait le sommeil impossible, que rien ne changerait à moins que je ne change. Je me suis demandé ce qui se passerait si j'arrêtais complètement de jouer selon ces règles. Cette question est restée avec moi la semaine suivante, alors que je préparais une petite valise pour un voyage professionnel. Rien de dramatique. Juste quelques jours hors de la ville pour un examen logistique avec l'un de nos partenaires régionaux. J'avais fait des voyages comme celui-ci des dizaines de fois auparavant. Vol rapide, chambre d'hôtel qui sentait toutes légèrement le nettoyant pour tapis et le café. Des journées passées dans des salles de conférence sans fenêtre à discuter de calendrier et d'expédition. Normalement, voyager me procurait un sentiment de soulagement. La distance de la maison signifiait la distance de l'attention. Cette fois, j'ai hésité avant de fermer mon sac. Je me suis tenue dans ma chambre et j'ai regardé autour de moi, vérifiant les tiroirs, redressant des choses qui n'avaient pas besoin d'être redressées.
comme le font les gens quand ils essaient de se convaincre qu'ils ont le contrôle. J'ai débranché mon ordinateur portable. J'ai empilé mon courrier proprement près de la porte. J'ai verrouillé l'armoire de la salle de bain où je gardais mes papiers personnels, même si je savais que la serrure était fragile et surtout symbolique. Avant de partir, je suis restée à la porte plus longtemps que d'habitude, ma main posée sur la poignée, écoutant le bourdonnement calme de l'immeuble. Je me suis dit que ça irait. Je me suis dit que Claire n'oserait pas pousser plus loin, maintenant que les choses étaient tendues. Le voyage lui-même s'est déroulé sans incident. Les réunions se sont brouillées. Les gens parlaient d'efficacité et de marge, de problèmes qui pouvaient être résolus avec des feuilles de calcul et de la patience. La nuit, je restais dans mon lit d'hôtel à faire défiler mon téléphone, regardant à moitié les nouvelles, fixant à moitié le plafond. J'ai vérifié l'application de sécurité de mon appartement, plus que je ne veux l'admettre, rafraîchissant l'écran. Même si elle ne montrait rien d'autre que le voyant vert fixe, cela signifiait aucune alarme, aucun mouvement détecté. Pourtant, quelque chose n'allait pas dans ma poitrine, une pression basse et constante que je ne pouvais pas nommer. La deuxième nuit, mon téléphone a vibré avec un message de Rachel. Elle demandait comment se passait le voyage et me disait qu'elle espérait que je me reposais un peu. J'ai répondu que c'était bien, occupé, mais gérable. Je ne lui ai pas parlé du nœud dans mon estomac. Je ne voulais pas paraître paranoïaque. Je ne voulais pas être la personne qui s'attend toujours au pire. Ce n'est que le matin où je suis rentrée en avion que j'ai senti le changement. Mon téléphone était encore en mode avion quand nous avons atterri. La cabine bourdonnait de l'habituelle précipitation pour se lever et attraper les sacs. Dès que je l'ai rallumé, les notifications ont inondé l'écran. Un appel manqué d'un numéro inconnu, 2 emails de la gestion de mon immeuble, et puis des SMS entre eux. Un message d'une voisine que je connaissais à peine, quelqu'un à qui j'avais fait un signe de tête dans le couloir mais à qui je n'avais jamais parlé au-delà d'un bonjour poli. Et, a-t-elle écrit, tout allait bien chez toi hier soir? C'était assez bruyant. Mon pouls a bondi. J'ai ouvert l'email de la gestion d'abord. Il était court et formel, écrit sur ce ton prudent qui signifie qu'ils sont déjà agacés mais toujours professionnels. Il faisait référence à des plaintes pour bruit, mentionnait que plusieurs résidents avaient appelé après les heures, et me rappelait la politique de l'immeuble concernant les rassemblements et les heures de calme. Il disait que d'autres incidents pourraient entraîner des amendes. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois, mes mains commençant à trembler. Je n'avais pas été chez moi. J'avais été à 2 états de là, mangeant un triste sandwich dans un terminal d'aéroport. Il n'y avait pas de malentendu ici. Je n'ai pas répondu à la voisine. Pas encore. J'ai traîné ma valise hors de l'avion et j'ai traversé le terminal. Les bruits des roues qui roulaient et des annonces au plafond me pressaient. Au moment où je suis montée dans le taxi, ma mâchoire me faisait mal à force de la serrer. La ville défilait par la fenêtre pendant que nous roulions, des rues familières semblant soudainement distantes, comme si je retournais dans un endroit que je ne reconnaissais plus tout à fait. Quand j'ai déverrouillé la porte de mon appartement, l'odeur m'a frappé en premier. Alcool et parfum et quelque chose de frit, lourd et rassis. La musique ne jouait plus, mais je pouvais la sentir dans la pièce quand même, comme un écho qui avait imprégné les murs. Mes chaussures collaient légèrement au sol près de l'entrée. Il y avait de légères marques de frottement près de la porte, des empreintes qui n'étaient pas les miennes. J'ai posé mon sac lentement, mes yeux scannant la pièce. Les coussins du canapé étaient réarrangés, l'un jeté par terre. Une fine couche de paillettes poudrait la table basse, accrochant la lumière d'une manière qui me retournait l'estomac. Des tasses vides encombraient le comptoir. Certaines avec des traces de rouge à lèvres qui n'étaient pas de la teinte de Claire. D'autres avec des noms écrits au marqueur. Quelqu'un avait déplacé mes plantes pour faire de la place, les poussant vers la fenêtre comme une réflexion après coup. Je suis allée dans la cuisine et j'ai ouvert le frigo. Il était presque vide.
La nourriture que j'avais achetée avant de partir avait disparu, remplacée par des contenants à moitié finis et des boîtes à emporter enfoncées sans couvercle. J'ai fermé la porte soigneusement, craignant que si je la claquais, quelque chose en moi ne se fissure avec le bruit. Dans la salle de bain, une serviette que je ne reconnaissais pas pendait de travers sur le porte-serviette. Mon porte-savon était taché de maquillage. Dans la chambre, mon lit avait été utilisé, pas dormi dedans soigneusement, mais étalé dessus. L'édredon tordu et tiré, comme s'il avait fait partie de la fête. Je suis resté là un long moment, mes mains serrées en poing, respirant superficiellement, ayant l'impression d'être entré dans les conséquences d'un cambriolage que personne ne prendrait au sérieux parce que rien d'évident n'avait été volé. Mon téléphone a vibré dans ma main. Une notification des réseaux sociaux. Je l'ai ouverte sans réfléchir. C'était là. Une vidéo postée sur le compte de Claire. La caméra balayait mon salon. Lumière basse, musique forte, gens riant et levant des verres. La légende disait quelque chose de léger sur le fait d'accueillir des amis, chez moi, avec un emoji cœur et une étiquette de localisation qui n'était pas la mienne, mais assez proche pour que quiconque me connaissait la reconnaisse. Dans les commentaires, les gens plaisantaient sur la chance qu'elle avait d'avoir un si bel espace. Quelqu'un a demandé si elle venait d'emménager. Claire a répondu avec un visage rieur et a dit quelque chose sur le fait d'avoir enfin un endroit qui ressemblait au sien. Mes mains se sont engourdies. J'ai regardé la vidéo à nouveau, plus lentement cette fois. J'ai vu mon canapé, mon tapis, ma lampe. J'ai vu des étrangers danser là où je m'asseyais habituellement avec un livre après le travail. Mon appartement était devenu une toile de fond, un accessoire dans l'histoire de quelqu'un d'autre, dépouillé de tout lien avec moi. J'ai appelé Claire. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix brillante et décontractée, comme si nous prenions des nouvelles autour d'un café. « Et, qu'est-ce que tu as fait dans mon appartement hier soir ?» ai-je demandé. Ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Elle a ri. « Vraiment ? On a juste invité quelques personnes. » Quelques personnes. Je lui ai parlé de l'email de la gestion. Je lui ai parlé des plaintes. Je lui ai dit que je pouvais avoir une amende. Elle a soupiré, exagérément comme si je l'ennuyais. Oh mon Dieu, Marin. C'était une soirée. Tout le monde s'amusait. Tu devrais être reconnaissante que ton appart soit assez sympa pour recevoir. Je lui ai dit qu'elle n'avait aucun droit. Je lui ai dit qu'elle avait franchi une ligne. Elle m'a coupé. Tu es dramatique. C'est du bon contenu. Les gens ont adoré. Bon contenu. J'ai fixé le désordre autour de moi, les bouteilles vides et les paillettes sur ma table, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas juste de la négligence. C'était un sentiment de droit. C'était la supposition que mon espace existait pour servir ses besoins, son image, son public. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Maman a appelé quelques minutes plus tard parce que bien sûr qu'elle l'a fait. Elle avait vu la vidéo. Elle m'a dit que je ne devrais pas être si contrariée. Elle a dit que Claire s'amusait juste. Elle a dit que l'immeuble réagissait de manière excessive. Je lui ai dit que la gestion avait envoyé un avertissement formel. Je lui ai dit que mes voisins étaient en colère. Maman a fait ce son encore. Celui qui signifiait qu'elle était sur le point de tout aplanir à mes dépens. Eh bien, a-t-elle dit, peut-être que la prochaine fois tu pourrais dire tes règles à Claire plus clairement la prochaine fois. Comme si c'était un problème de planning. Papa n'a pas appelé. Il ne le faisait jamais quand les choses étaient inconfortables. Je pouvais l'imaginer assis dans son fauteuil, entendant maman parler, décidant que le silence était plus facile que d'intervenir. Après avoir raccroché, je me suis assise au bord de mon lit et j'ai regardé la pièce. Vraiment regardé. Elle semblait violée d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Pas seulement à cause du désordre,
mais à cause de ce qu'il représentait. Ma maison avait été transformée en scène, un lieu de performance et d'approbation, une toile de fond pour la version du succès de quelqu'un d'autre. J'ai passé le reste de la soirée à nettoyer, pas parce que ça arrangeait les choses, mais parce que c'était quelque chose que je pouvais faire. J'ai jeté des tasses, essuyé des comptoirs et lavé des draps. Chaque petite tâche ressemblait à la reconquête d'un centimètre carré de territoire, même si je savais que le problème plus large restait intact. Quand je me suis finalement assise, épuisée, j'ai vérifié les commentaires sur la vidéo de Claire une dernière fois. Quelqu'un avait écrit à quel point ils étaient jaloux, quelqu'un d'autre demandait quand serait la prochaine fête. Claire les avait tous aimés. J'ai verrouillé mon téléphone et me suis adossée au canapé, fixant le plafond. L'immeuble était calme maintenant, mais il ne semblait pas paisible. Il semblait vigilant. C'est cette nuit-là que j'ai compris quelque chose que j'avais évité. Mon appartement n'était plus seulement un endroit où je vivais. Il était devenu un symbole, un trophée, un outil. Et tant que Claire le voyait comme ça, rien de ce que je dirais n'aurait d'importance. Je suis allée me coucher avec les lumières éteintes et la porte verrouillée, écoutant les bruits lointains de Boston s'installant pour dormir. Mon corps était fatigué, mais mon esprit ne voulait pas ralentir. Je n'arrêtais pas de rejouer la vidéo, les commentaires, la façon désinvolte dont Claire avait balayé les conséquences. Quelque part entre minuit et le matin, une pensée s'est formée avec une clarté qui m'a surprise. Si ma maison pouvait être transformée en sa scène aussi facilement, alors rester ne me protégeait pas. Cela l'encourageait. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Je savais juste que quoi qu'il arrive ensuite, il faudrait changer les règles complètement. Et pour la première fois, je n'avais pas peur de cette idée. Ce sentiment est resté avec moi dans les jours qui ont suivi, calme mais constant, comme si quelque chose de nouveau avait pris racine. Je suis retournée au travail, j'ai répondu aux emails, assisté aux réunions, mais mon esprit continuait de tourner autour de la même réalisation. Claire n'était pas juste négligente. Elle construisait quelque chose sur ma vie, couche par couche, et elle ne voyait rien de mal à cela. J'ai découvert Jared par accident. Maman m'a appelé un après-midi pendant que je préparais le dîner, la poêle sifflant doucement alors que les oignons touchaient l'huile chaude. Sa voix avait ce ton léger, presque excité, qu'elle a quand elle pense avoir de bonnes nouvelles. Elle m'a dit que Claire voyait quelqu'un de nouveau. Son nom était Jared. Il travaillait dans l'analyse immobilière, a-t-elle dit, et sa famille était très aisée. Elle l'a dit comme si ça comptait, comme si ça expliquait quelque chose d'important. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. J'ai demandé depuis combien de temps ils étaient ensemble. Maman a dit pas longtemps, mais c'était sérieux. Elle a dit que Claire essayait vraiment cette fois. Essayait quoi? Je n'ai pas demandé. Je connaissais déjà la réponse. Puis maman a ajouté quelque chose qui a figé ma main au-dessus de la cuisinière. Elle a dit que Jared adorait l'appartement de Claire. Elle a dit qu'il pensait que c'était impressionnant que Claire ait réussi à acheter un appartement à Boston à son âge. La pièce est devenue silencieuse à l'exception du brûleur. Je l'ai baissé lentement. J'ai demandé à maman ce qu'elle voulait dire. Elle a hésité, juste un temps trop long. Puis elle a dit que Claire avait dit à Jared que l'appartement était à elle. Elle a dit que c'était juste une petite exagération. Elle a dit qu'il n'y avait pas de mal à ça. Elle m'a dit de ne pas en faire toute une histoire et de ne pas embarrasser Claire, de ne pas l'embarrasser. Les mots ont atterri lourdement dans ma poitrine. J'ai demandé à maman si elle avait corrigé Claire, si elle lui avait dit que mentir comme ça n'était pas correct. Maman a soupiré et a dit que Claire manquait d'assurance. Elle a dit que Claire avait besoin de se sentir stable. Elle a dit que les hommes comme Jared attendaient certaines choses. Elle m'a dit que je devrais comprendre. Ce mot encore, toujours dirigé vers moi. Je suis restée là dans ma cuisine à fixer la vapeur s'élevant de la poêle et j'ai senti quelque chose s'emboîter. Les fêtes,
les vidéos, la façon dont Claire se déplaçait dans mon appartement comme si c'était une salle d'exposition. Ce n'était pas juste pour s'amuser. C'était pour fabriquer une image. Ma maison n'était pas juste un endroit pour traîner. C'était une preuve. C'était un accessoire dans une histoire que Claire racontait sur elle-même. Plus tard cette semaine-là, je l'ai vue par moi-même. Je suis rentrée tôt du travail un soir, épuisée et avide de calme. En tournant au coin de ma rue, j'ai remarqué une voiture que je ne reconnaissais pas garée devant. Quelque chose à son sujet m'a fait ralentir. Elle était propre et avait l'air chère. Le genre de voiture qui suggère un entretien soigneux et de l'argent qui n'a pas besoin de s'annoncer. Quand je suis entrée dans l'immeuble, je pouvais entendre des voix venant de mon appartement. Des rires, bas et faciles. J'ai hésité devant ma porte, ma main planant au-dessus de la poignée. Un instant, j'ai envisagé de faire demi-tour, de me donner plus de temps pour me préparer. Puis je me suis rappelé que c'était ma maison. J'ai ouvert la porte. Claire était là, bien sûr, perchée sur mon canapé comme si elle y appartenait. À côté d'elle était assis un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il s'est levé dès que je suis entrée, grand, bien habillé, confiant de la manière dont les gens le sont quand ils n'ont jamais eu à douter de leur place dans une pièce. Claire rayonnait. Marin, a-t-elle dit comme si c'était une surprise. Voici Jared. Il m'a souri, poli, mais évaluateur, ses yeux parcourant rapidement l'espace, puis revenant à mon visage. Il a dit que c'était un plaisir de me rencontrer. Il a dit que Claire lui avait tellement parlé de l'appartement. L'appartement? Pas mon appartement. Juste l'appartement, comme s'il existait indépendamment de moi. Je me suis forcée à sourire et j'ai hoché la tête. J'ai dit « Bonjour ». Je ne l'ai pas corrigé. Pas encore. Je ne savais pas comment. Pas à ce moment-là, avec Claire qui me regardait si attentivement. Claire s'est lancée dans une histoire sur la difficulté de trouver un endroit en ville, la compétitivité du marché, sa fierté de ce qu'elle avait réussi à faire. Elle a fait des gestes autour de la pièce en parlant, pointant des caractéristiques que j'avais choisies, des meubles pour lesquels j'avais économisé, des détails qui contenaient des morceaux de ma vie. Jared écoutait attentivement, impressionné, posant des questions sur la superficie et l'emplacement. Je restais là, me sentant étrangement invisible. C'était comme regarder quelqu'un d'autre narrer ma vie pendant que je planais sur les bords, réduite à un rôle secondaire dans mon propre espace. À un moment donné, Jared s'est tourné vers moi et a demandé depuis combien de temps je vivais là. La question était simple, innocente. Les yeux de Claire ont filé vers moi, vifs et avertisseurs. J'ai répondu prudemment. J'ai dit que j'étais là depuis un moment. J'ai dit que j'aimais le quartier. J'ai dit que c'était pratique pour le travail. Claire est intervenue immédiatement, remplissant le silence. Elle a raconté comment elle avait toujours su qu'elle voulait vivre à Boston, comment elle avait travaillé si dur pour que cela arrive. Jared a hoché la tête, clairement impressionné. Il a dit que c'était rafraîchissant de rencontrer quelqu'un d'aussi déterminé. Déterminé. J'ai failli rire. Après leur départ ce soir-là, je me suis assise seule sur le canapé et j'ai laissé le calme revenir. J'ai rejoué la soirée dans ma tête, chaque regard, chaque mot soigneusement choisi. Claire n'avait pas seulement menti. Elle avait tissé le mensonge dans quelque chose de plus grand, quelque chose qui nécessitait mon silence pour survivre. J'ai appelé maman à nouveau, bien qu'une partie de moi sût déjà comment ça allait se passer. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai dit que Claire avait présenté mon appartement comme le sien juste devant moi. La réponse de maman a été immédiate et tranchante. Elle m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas juste laisser Claire avoir ça. Elle a dit que Claire avait enfin quelque chose pour elle. Elle a dit que je n'avais pas besoin de tout corriger. Je lui ai demandé pourquoi c'était ma responsabilité de soutenir un mensonge qui m'effaçait.
Maman a dit que j'étais égoïste. Elle a dit que Jared n'avait pas besoin de connaître tous les détails. Elle a dit que je ne devrais pas interférer. Papa était en arrière-plan à nouveau. Sa voix distante. Il m'a dit de laisser tomber. Il a dit que ça ne causerait que des ennuis. Il a dit que ça passerait à Claire en grandissant. En grandissant. Claire avait 27 ans, et mes parents la protégeaient encore des conséquences de ses choix. J'ai raccroché en me sentant vide. C'était une chose d'avoir mon espace envahi. C'en était une autre d'avoir mon identité discrètement réécrite pour faire paraître quelqu'un d'autre meilleur. Au cours des semaines suivantes, le schéma est devenu clair. Claire amenait Jared plus souvent. Elle traitait mon appartement comme une salle d'exposition, rangeant avant son arrivée, allumant des bougies, ouvrant les fenêtres. Elle postait plus de vidéos, plus de photos, soigneusement cadrées pour montrer juste assez de l'espace pour vendre l'histoire qu'elle racontait. Les commentaires affluaient, pleins d'admiration et d'envie. Chaque fois, je me sentais rétrécir un peu, pas parce que je croyais au mensonge, mais parce que tout le monde autour de moi semblait l'accepter comme inoffensif, comme nécessaire, comme quelque chose que je devrais tolérer au nom de la paix. J'ai commencé à remarquer les fissures dans la confiance de Claire aussi. La façon dont elle vérifiait les réactions de Jared. La façon dont elle riait trop fort à ses blagues. La façon dont elle mentionnait sa famille, ses relations, ses attentes. Elle construisait une version d'elle-même qu'elle pensait qu'il respecterait. Et mon appartement en était la fondation. Un soir après le départ de Jared, je l'ai confrontée calmement. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas continuer à dire aux gens que l'appartement était à elle. Je lui ai dit que c'était mal. Elle m'a regardé comme si je l'avais trahi. Elle m'a demandé pourquoi j'essayais toujours de la faire passer pour une mauvaise personne. Elle a dit que je ne comprenais pas comment les choses fonctionnaient. Elle a dit que si je tenais à elle un tant soit peu, je l'aiderais. L'aider à mentir. L'aider à grimper. L'aider à mes dépens. C'est là que j'ai enfin compris. Ce n'était pas une question de malentendu ou de manque de limites. C'était une question de pouvoir, d'image, de qui comptait le plus. Je suis allée me coucher ce soir-là avec une lourdeur dont je ne pouvais me débarrasser. L'appartement était calme, mais il ne semblait plus être un refuge. Il ressemblait à un décor de théâtre entre deux représentations, attendant le prochain acte. En fixant le plafond, j'ai réalisé quelque chose qui m'a serré la poitrine. Si Claire était prête à m'effacer pour impressionner un homme qu'elle connaissait à peine, alors ça ne s'arrêterait jamais de soi-même. Et quoi qu'il arrive ensuite, quelqu'un allait être blessé. Je ne savais juste pas encore qui ce serait. C'est arrivé un mercredi, le genre de jour de semaine qui semble généralement oubliable. Ciel gris, trottoirs humides, l'air sentant une pluie qui n'arrivait pas à se décider. Le travail m'a laissé sortir tôt parce qu'un appel client a été repoussé, et j'aurais dû me sentir chanceuse. Au lieu de cela, j'ai ressenti ce tiraillement familier dans mon estomac. La terreur silencieuse, qui avait commencé à vivre sous mes côtes depuis que Claire avait commencé à traiter ma maison comme une ressource familiale partagée. Dans le train du retour, je regardais les gens se balancer avec le mouvement, visage fatigué, yeux fixés sur leur téléphone. Une femme en face de moi tenait un sac de courses sur ses genoux comme s'il était fragile. Un homme en costume tapait du pied avec impatience. Personne ne regardait personne d'autre. Boston a cette façon de vous faire sentir entouré et seul en même temps. Je continuais à penser à mon appartement, à savoir si les lumières seraient allumées, si quelque chose d'autre serait déplacé. J'essayais de me dire que je dramatisais, mais ce mensonge avait commencé à avoir un goût rassis. Quand je suis arrivée à mon immeuble, le hall était calme. La réception était occupée par un jeune homme que je reconnaissais de vue, mais pas de nom. Il a hoché la tête quand je suis passée comme s'il m'avait vue 100 fois. J'ai attendu l'ascenseur et regardé mon reflet dans les portes en métal brossé. Mes cheveux étaient tirés en arrière,
mon manteau humide aux épaules, mon visage paraissant plus vieux que 32 ans sous l'éclairage cru du hall. J'avais l'air de quelqu'un qui aurait dû avoir sa vie sous contrôle. Le trajet en ascenseur a semblé trop lent. Le bourdonnement du moteur, la musique douce diffusée, l'odeur de l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre persistant d'avant. Quand je suis sorti à mon étage, j'ai remarqué quelque chose de petit qui a ralenti mes pas. Une légère marque de frottement près de ma porte, assez fraîche pour accrocher la lumière, comme si quelqu'un avait déplacé ses pieds là, attendant, faisant les 100 pas ou hésitant. Je me suis dit que ça pouvait être n'importe qui, un voisin, un livreur. Mon esprit essayait toujours d'accorder le bénéfice du doute. J'ai mis ma clé dans la serrure et je l'ai tournée. La porte s'est ouverte facilement. Pas de résistance, pas de traction d'un peine dormant complètement engagé. Ma première pensée a été que j'avais oublié de verrouiller ce matin-là, ce qui ne m'aurait pas ressemblé. Ma deuxième pensée est venue juste derrière, plus froide et plus tranchante. Quelqu'un d'autre avait déverrouillé. À l'intérieur, l'appartement était calme. Pas de musique, pas de voix. Les rideaux étaient à moitié ouverts, laissant entrer la lumière terne de l'après-midi. L'air sentait la vanille. Une des bougies que Claire aimait, le genre qu'elle n'achetait jamais pour elle-même, mais qu'elle semblait toujours avoir quand elle était dans mon espace. Je suis entrée et j'ai fermé la porte derrière moi lentement. Un vase de tulipes bon marché de supermarché trônait sur mon comptoir, encore dans l'emballage plastique comme un élément de décor. J'ai posé mon sac et traversé l'appartement comme on traverse un endroit qui a été touché par quelqu'un d'autre. Prudente, alerte, essayant de ne pas réagir trop vite. Claire n'était pas là. Cela aurait dû me soulager. Au lieu de cela m'a serré l'estomac parce que cela signifiait qu'elle avait été là récemment et qu'elle était partie. Cela signifiait qu'elle avait arrangé mon espace pour un but qui ne nécessitait pas sa présence. Puis j'ai entendu frapper, pas à ma porte, sur le mur. Un coup doux comme quelqu'un testant si j'étais là. Le son venait du côté couloir, proche, et mon pouls a bondi. Je suis restée immobile à essayer de le situer. Puis il y a eu un autre son, plus doux, le léger clic de la clé de quelqu'un dans une serrure à proximité. Puis des pas sur le couloir moquetté devant ma porte. Quelques secondes plus tard, il y a eu un vrai coup à ma porte. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'ai retenu mon souffle, écoutant le rythme, l'intention. C'était stable, confiant, pas le coup hésitant d'un livreur. Qui que ce soit, il supposait que je répondrais. J'ai marché jusqu'à la porte et regardé par le judas. Un homme se tenait là, grand, portant un manteau sombre qui avait l'air cher sans essayer. Ses cheveux étaient bien coiffés. Il tenait son téléphone dans une main, le regardant comme s'il vérifiait un message. Puis remontant vers ma porte, il avait l'air agacé. Pas inquiet. Je savais qui c'était avant d'ouvrir la porte. Jared. J'aurais dû la laisser fermer. J'aurais dû ignorer. Mais une partie de moi avait besoin de voir jusqu'où le mensonge avait voyagé. J'avais besoin de savoir quel genre de personne se tiendrait à ma porte comme s'il y appartenait. J'ai ouvert partiellement, chaîne toujours mise, et demandé si je pouvais l'aider. Jared m'a regardé, puis a regardé derrière moi comme s'il essayait de confirmer quelque chose. Ses yeux ont bougé rapidement par-dessus mon épaule dans mon salon, prenant en compte les tulipes, les coussins soignés, le magazine. Il a souri, mais ce n'était pas chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un qui pensait comprendre la situation. Il a dit qu'il cherchait Claire. Je lui ai dit que Claire n'était pas là. Ses sourcils se sont légèrement levés. Pas là. Il avait l'air surpris, puis sceptique, comme si ma réponse ne correspondait pas à la version du monde qu'on lui avait donnée. Il a demandé où elle était. Je lui ai dit que je ne savais pas. Il a de nouveau regardé son téléphone, puis m'a regardé. Il a dit que Claire lui avait dit qu'elle serait à la maison. Il a dit qu'il essayait de la joindre.
Il a levé légèrement son téléphone, comme si la preuve des appels sans réponse comptait. J'ai gardé ma voix calme. J'ai dit que peut-être elle était sortie. Jared a laissé échapper un petit souffle, presque un rire. Il a dit qu'elle ne sortait jamais sans le lui dire. Il a dit qu'il était censé la retrouver ici. Ici. Les mots restaient entre nous, lourds. Il s'est penché légèrement. Pas assez près pour briser la barrière de la chaîne, mais assez près pour que sa présence remplisse l'embrasure de la porte. Son regard s'est posé sur moi à nouveau, plus direct cette fois. Et quelque chose a changé dedans. La curiosité s'est transformée en jugement. Il a demandé qui j'étais. Je lui ai dit mon nom, Marin. J'ai dit, j'habite ici. Cette dernière partie est sortie sans force, juste la vérité. Pendant une seconde, Jared a eu l'air confus, comme si un fichier dans son esprit ne correspondait pas à l'étiquette. Puis la confusion s'est dissipée, remplacée par autre chose, la compréhension, suivie immédiatement par le mépris. Il a dit, « Oh, vous êtes sa sœur. » J'ai hoché la tête. Il a incliné la tête, les yeux plissés comme s'il m'étudiait. Il a demandé si j'étais la sœur dont Claire avait parlé, celle qui n'arrivait pas à gérer son propre logement, celle qui s'appuyait toujours sur Claire. Ma gorge est devenue sèche. J'ai senti mon visage devenir chaud puis froid. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. La bouche de Jared s'est légèrement courbée, pas tout à fait un sourire, plutôt comme s'il appréciait d'avoir le dessus. Il a dit que Claire avait tout expliqué. Il a dit que Claire était généreuse. Il a dit que ce n'était pas facile de soutenir la famille qui ne savait pas se gérer. Soutenir. Soutenir qui? Il m'a regardé de la tête aux pieds d'une manière qui n'était pas ouvertement grossière, mais qui me donnait quand même l'impression d'être pesée et jugée insuffisante. Il a dit que Claire lui avait dit « Tu es la sœur inutile qui squatte chez sa petite sœur ». Les mots ont atterri comme une gifle, nette et propre. Je n'ai pas tressailli, du moins pas extérieurement, mais à l'intérieur quelque chose s'est fissuré. Pas fort, pas dramatique, juste une rupture silencieuse qui a changé la forme de tout. À ce moment-là, j'ai compris exactement comment Claire m'avait positionnée dans son histoire. Pas comme une sœur avec une carrière et un bail, pas comme une femme qui avait construit quelque chose pour elle-même. J'étais un accessoire, un avertissement, un contraste, l'échec qu'elle utilisait pour se donner l'air d'avoir réussi. J'aurais pu le corriger. J'aurais pu dire, c'est mon appartement. Je paie le loyer. Je travaille dur. J'aurais pu pointer la photo encadrée sur mon étagère, celle avec moi et Rachel lors d'un week-end, ou la pile de classeurs de travail sur mon bureau, ou mon nom sur le courrier près de la porte. J'aurais pu énumérer chaque détail comme un avocat montant un dossier, mais quelque chose en moi a refusé. Pas parce que j'étais faible, pas parce que j'avais peur, mais parce que j'ai soudain réalisé que m'expliquer à Jared ne rétablirait rien. Cela ne ferait que l'inviter dans l'argumentation, et il ne méritait pas une place à ma table. Alors je ne me suis pas défendue. Je l'ai juste regardé. Il a bougé, mal à l'aise avec le silence. Les gens comme Jared attendent une réaction. Ils attendent une émotion qu'ils peuvent gérer, une colère qu'ils peuvent rejeter, des larmes qu'ils peuvent plaindre. Quand vous ne leur donnez rien, ils ne savent pas où se mettre. Il a demandé si Claire m'avait dit qu'elle venait. Son ton était plus tranchant maintenant. Comme s'il avait déjà décidé que j'étais l'obstacle. Je lui ai dit non. Il a demandé si je pouvais le laisser entrer pour attendre. Je l'ai fixé une seconde, puis j'ai dit non. Ça l'a surpris. Il a cligné des yeux. Il a dit qu'il pensait que c'était chez Claire. J'ai dit, ce n'est pas le cas. Ma voix était calme, mais elle ne tremblait pas. La mâchoire de Jared s'est serrée. Il a regardé derrière moi à nouveau, comme s'il pouvait voir le mensonge s'effondrer en arrière-plan. Puis il a essayé une approche différente. Il a dit, Claire travaille dur. Il a dit, elle mérite de belles choses. Il a dit,
Peut-être que je devrais être reconnaissante qu'elle me laisse rester. Reconnaissante. Le mot avait un goût amer. J'ai senti mes mains se recroqueviller contre l'intérieur de la porte, les ongles s'enfonçant dans ma paume. Je pouvais sentir mon rythme cardiaque dans ma gorge. La pièce derrière moi semblait soudain exposée, comme si les murs s'étaient amincis. Je lui ai dit que je ne discutais pas de ça avec lui. Jared a ricané. Il a dit, bien sûr. Il a dit que les gens comme moi devenaient toujours défensifs. Il a dit que Claire était trop gentille, qu'elle devrait arrêter de laisser la famille la tirer vers le bas. Les gens comme moi. La famille la tirait vers le bas. Je regardais sa bouche bouger et j'entendais les mots, mais c'était comme si mon cerveau s'était reculé de mon corps. Je pouvais me voir debout là, chaîne sur la porte, me tenant immobile. Je pouvais le voir dans son manteau cher, sa confiance bâtie sur une histoire qu'il avait acceptée sans question. Et je pouvais voir Claire derrière tout ça, invisible mais présente, tirant les ficelles. Pendant une seconde, j'ai eu envie de crier, pas après Jared, après toute la situation. Après les années où l'on m'a dit de maintenir la paix, après maman pour l'avoir excusée, après papa pour l'avoir évité, après Claire pour avoir pris et pris jusqu'à ce qu'elle commence à prendre mon identité aussi. Mais je n'ai pas crié. Je lui ai demandé de partir. Jared m'a fixé comme s'il ne pouvait pas croire que quelqu'un comme moi lui dise quoi faire. Puis il s'est penché plus près, la voix plus basse, et a dit que Claire allait être très contrariée quand elle apprendrait que je lui avais parlé comme ça. J'ai soutenu son regard et j'ai dit, « Vous pouvez lui dire ce que vous voulez. » Mes mots semblaient calmes, mais dans ma poitrine, quelque chose s'emballait. Pas la peur cette fois. Quelque chose comme la clarté. Jared a reculé. Il a regardé ma chaîne de porte comme si elle l'offensait. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe, puis s'est tourné et est parti, ses chaussures étouffées par le tapis du couloir. À mi-chemin du couloir, il a sorti son téléphone à nouveau, tapant agressivement, appelant probablement Claire, exigeant probablement une explication. J'ai fermé la porte et l'ai verrouillée, puis j'ai glissé contre elle jusqu'à ce que je sois assise par terre. Mes genoux remontés, bras enroulés autour d'eux, pas parce que j'essayais de me faire petite, mais parce que mon corps avait besoin d'un point d'ancrage. L'appartement était silencieux. Les tulipes sur le comptoir avaient l'air ridicules maintenant, comme une décoration sur une scène de crime. Je suis restée là un long moment, fixant la plainte, remarquant une minuscule égratignure dans la peinture que je n'avais jamais vue auparavant. Mon esprit rejouait les mots de Jared encore et encore. Pas parce que je les croyais, mais à cause de ce qu'ils révélaient. Claire avait dit aux gens que je vivais à ses crochets. Claire utilisait ma maison pour impressionner un homme. Et pour faire ça, elle m'avait transformée en méchante dans son histoire, la grande sœur pathétique, l'exemple à ne pas suivre. Et maman savait. Maman m'avait dit de ne pas l'embarrasser. Papa m'avait dit de laisser tomber. C'était la partie qui me tordait l'estomac. Pas Jared, pas même Claire. C'était le fait que les gens qui m'avaient élevée avaient regardé cela se produire et décidé que le mensonge importait plus que ma dignité. Au bout d'un moment, je me suis levée et j'ai traversé mon appartement à nouveau. Cette fois, je l'ai vu différemment. Les coussins soignés n'étaient pas confortables. Ils étaient des preuves. Le magazine n'était pas décontracté. Il était mis en scène. Les tulipes n'étaient pas un cadeau. Elles étaient un accessoire. Mon appartement avait été un décor. Et j'avais été effacée du scénario. Je suis allée dans ma chambre et j'ai ouvert mon placard. Passant mes doigts sur mes manteaux, mes pulls, les choses qui m'avaient portée à travers les hivers et les années difficiles et les petits matins. Je me suis sentie soudain fatiguée jusqu'à l'os, le genre de fatigue qui vient quand on réalise qu'on s'est battu pour le respect dans un endroit qui n'a jamais été construit pour le donner. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai fixé le mur, écoutant ma propre respiration. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je me sentais trop abasourdie pour les larmes.
Ce que je ressentais était un lent et lourd naufrage, comme si quelque chose d'important avait lâché en moi et laissé un espace vide. C'était le jour où j'ai été effacée. Pas parce que Jared croyait un mensonge, mais parce que Claire avait été assez confiante pour le raconter, et parce que mes parents avaient été assez à l'aise pour le protéger. Au moment où le soleil s'est couché, mes mains ont arrêté de trembler. Mais le calme qui l'a remplacé n'était pas paisible. C'était une résolution qui faisait son premier pas silencieux. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Pas encore. Je savais juste que je ne me tiendrais plus jamais dans ma propre porte en étant traitée comme si je n'y avais pas ma place. Je suis allée à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je l'ai bu lentement comme si j'essayais d'apprendre à mon corps qu'il était encore sûr d'exister dans cet espace. Puis je me suis assise à ma table et j'ai fixé la porte, attendant le prochain son, le prochain tour de clé, le prochain acte dans la performance de Claire. Parce que maintenant je comprenais la vérité. Elle n'allait pas s'arrêter jusqu'à ce que quelque chose l'y oblige. J'ai appris ça à la dure. Dans les heures qui ont suivi le départ de Jared, quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Claire encore et encore, je n'ai pas répondu au début. J'étais assise à ma table de cuisine, regardant l'écran vibrer et s'éteindre. Vibrer et s'éteindre. Comme un battement de cœur qui ne m'appartenait pas. L'air dans mon appartement semblait trop immobile. Le genre d'immobilité qui vient après une tempête quand on attend de voir ce qui a été détruit. Quand j'ai finalement décroché, je n'ai pas dit bonjour. Claire s'est lancée comme si elle avait répété. Elle a exigé de savoir ce que j'avais dit à Jared. Elle a exigé de savoir pourquoi j'étais difficile. Elle a dit que je l'avais embarrassée. Comme si c'était le vrai crime, pas le mensonge, pas la clé, pas le fait qu'un étranger s'était tenu à ma porte et m'avait traité d'inutile de tout son coffre parce qu'elle lui avait donné ce mot. Je lui ai dit que je ne discutais pas de sa relation avec des étrangers chez moi. Je lui ai dit que Jared était venu sans invitation. Je lui ai dit qu'il m'avait insulté. Claire a fait un petit rire tranchant, le même qu'elle utilisait quand nous étions enfants et qu'elle savait qu'elle s'en était tirée. Elle a dit qu'il était juste protecteur. Elle a dit qu'il ne le pensait pas comme ça. Elle a dit que si je n'avais pas agi bizarrement, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Je lui ai demandé si elle lui avait dit que l'appartement était à elle. Il y a eu une pause. Puis elle a dit que ce n'était pas grand-chose. Elle a dit qu'elle essayait de construire une vie. Elle a dit que je devrais être heureuse pour elle. Elle a dit que Jared avait des standards et qu'elle n'allait pas se présenter en ayant l'air de n'avoir rien. Je lui ai demandé ce que j'étais censée être dans cette histoire. Le rien sur lequel elle marchait. La voix de Claire s'est durcie. Elle a dit que je ramenais toujours tout à moi. Elle a dit que j'étais jalouse. Elle a dit que j'avais toujours été jalouse parce qu'elle était la marrante et j'étais la responsable. Comme si la responsabilité était une sorte de défaut. Elle m'a dit que je devais me détendre. Arrêter d'agir comme une victime. Arrêter de réagir de manière excessive. J'ai mis fin à l'appel avant que ma voix ne fasse quelque chose que je ne pourrais pas défaire. Mes mains tremblaient à nouveau. Pas de peur cette fois. Colère, chagrin, quelque chose entre les deux. J'ai marché jusqu'à ma fenêtre et j'ai regardé la ville. Les gens bougeant sur le trottoir en bas, portant des courses, promenant des chiens, vivant des vies ordinaires. Pendant un moment, je me suis sentie séparée d'eux, comme s'ils étaient de l'autre côté d'une vitre épaisse. Je me demandais combien d'entre eux rentraient chez eux dans des endroits qui étaient vraiment les leurs, des endroits où la serrure signifiait quelque chose. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à chez mes parents parce que j'avais besoin de le dire à voix haute. Aux deux personnes qui avaient créé ce gâchis et continuaient d'insister que c'était de l'amour. Maman a ouvert la porte comme si elle avait attendu. Son visage déjà figé dans cette expression qui dit « Je ne suis pas là pour écouter. Je suis là pour gérer ». Elle m'a fait entrer, parlant trop vite, me disant que Claire était contrariée, me disant que Jared était contrarié, me disant que j'avais fait une scène.
Elle l'a dit comme si j'avais renversé un verre au dîner, pas comme si ma sœur avait bâti un mensonge entier sur mon dos. Papa était dans le salon, assis dans son fauteuil habituel, la télévision basse. Il a levé les yeux quand je suis entrée, puis a regardé ses mains. Je pouvais voir la tension dans ses épaules. La façon dont il se préparait au conflit, comme si c'était un phénomène météorologique qu'il ne pouvait pas contrôler. Je leur ai raconté ce qui s'était passé. Je leur ai dit que Jared était venu à mon appartement. Je leur ai dit qu'il m'avait traité d'inutile. Je leur ai dit qu'il avait dit que je squattais chez Claire, dans ma propre porte, comme si j'étais une invitée qui devrait être reconnaissante de la permission. Les yeux de maman se sont plissés pendant que je parlais, pas d'inquiétude pour moi, mais d'agacement face au désagrément. Quand j'ai fini, elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle a demandé ce que je lui avais dit. J'ai dit que je lui avais dit qu'il ne pouvait pas entrer. J'ai dit non. Maman a levé les bras au ciel. Marin, a-t-elle dit, tu as humilié ta sœur. As-tu une idée de ce que tu lui as fait? Mon estomac s'est noué. Je lui ai demandé si elle m'entendait. J'ai demandé si elle comprenait que Claire avait menti. Que Claire lui avait donné une histoire où je n'existais pas en tant que personne, seulement en tant que problème. Maman m'a balayé de la main. Elle a dit que Claire était sensible. Elle a dit que Claire essayait de faire quelque chose de sa vie. Elle a dit que Jared était un bon parti et que je ne devrais pas saboter ça. Saboter. Ce mot a serré ma gorge. Je lui ai demandé pourquoi protéger ma maison était du sabotage. Je lui ai demandé pourquoi ma dignité comptait moins que la relation de Claire. Maman a dit que je dramatisais. Elle a dit que je prenais toujours les choses personnellement. Elle a dit que si j'avais juste joué le jeu, tout se serait bien passé. Je me suis tournée vers papa alors parce que j'avais besoin qu'au moins l'un d'eux me regarde comme si je comptais. Je lui ai demandé s'il pensait que c'était bien. Papa a soupiré. Il s'est frotté le front comme il le fait quand il veut que le problème disparaisse. Il a dit qu'il souhaitait que nous nous entendions tous. Il a dit que Claire s'emportait. Il a dit, tu sais comment ta mère s'inquiète. Il a dit, la vie est assez dure. Ne la rends pas plus dure. Je lui ai demandé s'il pensait que Claire devrait avoir une clé de mon appartement. Papa n'a pas répondu tout de suite. Il a fixé le sol comme si la réponse y était écrite. Puis il a dit, c'est juste une clé. Il a dit, c'est la famille. Il a dit, ça ne vaut pas la peine de déchirer tout le monde. C'était là encore, la menace. Si je demandais du respect, c'était moi qui déchirais les choses. Si je voulais de l'intimité, c'était moi qui causais des dégâts. Claire pouvait s'introduire par effraction, mentir, organiser des fêtes, et je serais toujours le problème pour refuser de sourire à travers ça. Je leur ai dit que j'avais tout essayé. Je leur ai rappelé que j'avais demandé à Claire d'arrêter. Je leur ai rappelé que j'avais demandé à maman de reprendre le double. Je leur ai rappelé que j'avais changé les serrures. Je leur ai rappelé que Claire avait récupéré la clé de toute façon. Je leur ai rappelé que la gestion m'avait averti après la fête. Je leur ai dit que je pourrais avoir une amende. Je leur ai dit que je pourrais perdre mon appartement si cela continuait à s'aggraver. Maman a ricané comme si une amende était imaginaire. Elle a dit que l'immeuble ne ferait rien de sérieux. Elle a dit que je réfléchissais trop. Je lui ai demandé si elle dirait ça si c'était son nom sur le bail. Le visage de maman a rougi. Elle a dit que peu importait le nom sur le bail parce qu'on est une famille. Elle a dit qu'un bout de papier ne signifie pas qu'on a le droit d'exclure les gens. Elle a dit que quand elle m'avait élevée, elle ne m'avait pas élevée pour être froide. Je me suis tenue là dans leur salon, sous la lumière chaude de la lampe dont je me souvenais de mon enfance, et j'ai senti quelque chose en moi se calmer. Pas parce que j'acceptais ce qu'elle disait, mais parce que je le voyais enfin clairement. Maman ne croyait pas que j'avais droit à des limites. Papa ne croyait pas que cela valait l'inconfort de me défendre.
Claire croyait que le monde lui appartenait parce qu'il lui avait appris que c'était le cas. Pendant un moment, j'ai imaginé mon appartement à nouveau. Les tulipes, les coussins soignés, la façon dont Claire préparait la scène comme pour un shooting photo. J'ai imaginé Jared à ma porte me regardant à travers comme si j'étais un meuble. J'ai senti mon corps répondre comme il avait répondu pendant des années. Cette vieille envie d'expliquer, de réparer, de convaincre. Puis j'ai senti autre chose monter et le recouvrir. Quelque chose de plus froid et de plus stable. J'ai arrêté de parler. Maman a continué pendant 1 minute, remplissant le silence d'excuses. Papa s'est raclé la gorge. La télévision murmurait en arrière-plan. Ma famille attendait que je riposte, que je plaide ma cause. Que je leur donne quelque chose qu'ils pourraient tordre en une autre raison pour laquelle j'étais trop. Je ne l'ai pas fait. J'ai hoché la tête une fois comme si je reconnaissais la fin d'une conversation qui avait duré toute ma vie. Maman a demandé si j'écoutais au moins. J'ai dit oui. Papa a finalement levé les yeux. Ses yeux ont croisé les miens un bref instant et j'y ai vu quelque chose comme du regret, mais c'était trop petit et trop tard. Il a ouvert la bouche comme s'il allait dire quelque chose. Puis il a détourné le regard. C'était le silence qui a tout décidé. Ce n'était pas le genre de silence qui arrive quand les gens ne savent pas quoi faire. C'était le genre qui arrive quand ils savent et choisissent de ne pas le faire. Je suis partie peu après. Maman m'a crié après, me disant d'appeler Claire et d'aplanir les choses. Papa m'a dit de conduire prudemment. Personne ne s'est excusé. Personne n'a proposé de reprendre la clé. Personne n'a dit qu'ils allaient arranger ça. Dans ma voiture, je suis restée dans l'allée 1 longue minute avant d'allumer le moteur. Mes mains étaient stables sur le volant. Mon visage semblait engourdi. J'ai réalisé que je ne pleurais pas. J'avais passé tant d'années à essayer de faire en sorte que ma famille me voie. Et en une nuit, j'ai finalement accepté qu'ils me voyaient. Ils ne valorisaient simplement pas ce qu'ils voyaient. Sur le trajet de retour vers Boston, les rues semblaient les mêmes. Les bâtiments éclairés, la circulation en mouvement, les gens vivant leur vie. Mais je me sentais différente. J'avais l'impression d'avoir marché avec un espoir que je ne pouvais pas me permettre. Et maintenant, il avait été enlevé, laissant derrière lui un vide propre et clair. Quand je suis rentrée chez moi, je ne suis pas entrée tout de suite. Je suis restée devant mon immeuble avec mes clés à la main, et j'ai regardé mes fenêtres. La lumière était éteinte, les stores à demi fermés, la forme de mon salon à peine visible. J'ai pensé à ce que ça ferait de continuer à vivre comme ça. Toujours sur le qui-vive. Toujours à attendre la prochaine intrusion, la prochaine excuse, la prochaine leçon sur la famille. J'ai pensé à quel point j'étais fatiguée. Puis j'ai pensé à la seule chose avec laquelle ma famille ne pouvait pas argumenter. La distance. Pas une conversation. Pas une autre discussion sur les limites. Pas une autre promesse qui serait brisée dès que Claire s'ennuierait. Une vraie distance. Je suis montée et je suis entrée. Mais je n'ai pas mis de musique, ni versé un verre de vin, ni fait quoi que ce soit qui ressemblait à du confort. Je me suis assise à ma table avec mon ordinateur portable fermé devant moi et je l'ai fixé, laissant le calme s'installer autour de ma décision. Déménager n'était pas quelque chose que je voulais. C'était quelque chose à quoi j'étais forcée. Un rejet à la fois. J'ai pris une grande inspiration et j'ai attrapé mon ordinateur portable. Je n'étais pas prête à agir tout de suite. Pas à cette seconde. Mais j'étais prête à arrêter d'attendre qu'il change. Et c'était la première étape. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai menacé personne avec ça. Je n'ai même pas dit le mot à voix haute au début. Je me suis juste assise là à ma table de cuisine, l'ordinateur portable fermé, l'appartement silencieux de cette façon qui semble plus lourde que le bruit, et j'ai laissé la décision s'installer dans mes os. Pour une fois, je n'essayais de convaincre personne.
Je choisissais quelque chose pour moi-même. La planification s'est faite tranquillement, par morceaux au cours des jours suivants. Je cherchais des annonces tard le soir avec les lumières tamisées, comme si je me cachais de ma propre vie. Immeuble sécurisé, accès par badge. La réception occupée à toute heure. Caméra dans les couloirs. Ascenseur qui ne bougeait pas sans autorisation. Je lisais chaque détail lentement, soigneusement. De la façon dont on lit quelque chose quand on sait que cela pourrait nous sauver. J'ai trouvé un endroit à l'autre bout de la ville, toujours à Boston, mais assez loin pour que cela semble être un autre monde. Un immeuble plus récent avec des murs épais et un hall qui sentait la pierre propre au lieu de la vieille moquette. Le genre d'endroit où personne ne pouvait entrer en parlant juste parce qu'il connaissait votre mère. Je l'ai visité pendant ma pause déjeuner, marchant dans l'espace les mains jointes derrière le dos, imaginant le silence, imaginant rentrer chez moi et ne pas me préparer au pire. J'ai signé le bail le jour même. Cette nuit-là, j'ai appelé Rachel. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste dit que je déménageais et que j'avais besoin d'aide discrètement. Elle n'a pas posé de questions. Elle a dit qu'elle serait là. Luc a proposé la même chose quand je lui ai envoyé un SMS. Un simple message demandant s'il pouvait m'aider à déplacer des choses après minuit. Il a répondu par un seul mot, toujours. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Je ne l'ai pas dit à Claire. Je ne l'ai même pas dit à mes amis au-delà du fait que je pourrais être hors ligne pendant un jour ou deux. Il ne s'agissait pas de disparaître de façon dramatique. Il s'agissait de partir sans donner à personne la chance d'interférer. J'ai emballé lentement, délibérément. Pas tout, juste ce qui comptait. Des vêtements que j'aimais. Des livres qui m'avaient aidé à traverser des années difficiles. La photo encadrée de moi et Rachel riant sur une plage balayée par le vent. J'ai laissé derrière moi tout ce qui ressemblait à une obligation. La tasse que maman m'avait donnée parce qu'elle pensait qu'elle m'allait mieux que celle que j'aimais. Le coussin que Claire prétendait être pratiquement le sien parce qu'elle l'aimait tellement. La chaise supplémentaire que papa insistait que j'avais besoin au cas où des gens viendraient. Je ne voulais rien qui puisse servir d'excuse pour venir me chercher. La nuit du déménagement, Rachel et Luc sont arrivés juste après 23 heures. Tous deux vêtus de sweat à capuche sombre comme si nous planifions quelque chose d'illégal. Le couloir était calme, la plupart de l'immeuble endormi. Les lumières tamisées à ce jaune doux censé décourager le flânage. Nous parlions à voix basse, plus par instinct que par nécessité. Rachel a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête. Luc m'a tendu un rouleau de ruban adhésif sans un mot. Il y avait du réconfort là-dedans, chez des gens qui n'avaient pas besoin d'explications pour se présenter. Nous avons travaillé rapidement. Cartons empilés, sacs portés. Chaque voyage dans le couloir ressemblait à une petite libération. Ma vie partait morceau par morceau, pas dans le chaos, mais avec intention. À un moment donné, je me suis arrêtée et j'ai regardé autour de mon appartement, presque vide maintenant, et j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de soulagement. Cet endroit avait été le mien autrefois, ou du moins il aurait dû l'être. Le camion de déménagement tournait au ralenti dehors, le moteur bas et régulier. Nous avons tout chargé dans le noir, l'air de la nuit frais contre ma peau. Quand le dernier carton a été dedans, Luc a fermé la porte du camion doucement, comme s'il ne voulait pas réveiller l'immeuble. Rachel a serré ma main. « Tu fais la bonne chose », a-t-elle dit. Je l'ai cru. Avant de partir, je suis remontée une dernière fois. L'appartement résonnait maintenant. Murs nus, sol propre et vide. Je me suis tenue au milieu du salon et j'ai écouté. Pas de musique, pas de voix, juste le bourdonnement du bâtiment et ma propre respiration. Je suis allée à la porte et j'ai sorti le double de mon sac, celui que maman avait insisté pour rendre à Claire. Je l'ai placé dans une enveloppe avec le nom de mon propriétaire dessus,
et je l'ai glissé dans la fente du bureau en bas en sortant. Pas de mots, pas d'explication, juste un retour. Le nouvel immeuble m'a accueilli avec une efficacité tranquille. Le personnel de nuit a vérifié mon identité, m'a remis un badge noir élégant et m'a souhaité la bienvenue par mon nom. Cette petite courtoisie a failli me faire pleurer. Être reconnu sans être revendiqué, être reconnu sans être envahi. Quand je suis entré dans mon nouvel appartement, la porte s'est refermée derrière moi avec un son qui semblait définitif de la meilleure façon. Je suis resté là dans le noir un moment, puis j'ai allumé la lumière. L'espace était propre, intact, sans histoire, sans empreinte digitale, sauf les miennes. Les premiers jours ont été presque troublants par leur calme. Je gardais mon téléphone en silencieux et face contre terre. Je dormais profondément, sans me réveiller à chaque bruit. Je cuisinais et laissais les choses exactement là où je les avais mises, puis je revenais pour les trouver inchangées. Je marchais dans les couloirs et faisais un signe de tête à des étrangers qui ne connaissaient pas mon nom, qui ne connaissaient pas ma famille, qui n'avaient aucune attente de moi. Ce n'était pas une fuite. C'était choisir la sécurité. C'était choisir une vie où la serrure signifiait quelque chose. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais stable. Et dans cette stabilité, j'attendais, sachant que le calme ne durerait pas éternellement. La 4e nuit dans mon nouvel appartement, je me suis endormie plus vite que je ne l'avais fait depuis des années. Pas parce que j'étais épuisée, bien que je le fusse, mais parce que mon corps croyait enfin qu'il était en sécurité. L'immeuble bourdonnait doucement. Un son bas et régulier qui ressemblait plus à une protection qu'à du bruit. L'air sentait le propre et le neutre, pas la cuisine ou le parfum de quelqu'un d'autre. Juste la blancheur tranquille d'un espace devenant encore le mien. J'ai laissé une petite lampe dans le salon. Je me suis dit que c'était parce que j'aimais la façon dont la lumière réchauffait le parquet. Mais si j'étais honnête, c'était parce qu'une partie de moi croyait, encore que la lumière signifiait le contrôle. Je me suis roulée sur le côté et j'ai pensé à rien en particulier. Pas à Claire. Pas à maman. Pas à papa. Pas à l'appartement que j'avais laissé derrière moi. Juste le simple confort de mon oreiller sentant mon propre shampoing. Mes épaules se sont détendues. Ma mâchoire s'est desserrée. J'ai sombré sans me préparer à l'impact. Puis un son a traversé mon sommeil. Au début, je ne l'ai pas enregistré. Un pépiment aigu et insistant qui n'appartenait pas à un rêve. Il pulsait dans un rythme qui semblait faux, trop urgent pour être ignoré. Mes yeux se sont ouverts sur l'obscurité, mon cœur s'accélérant déjà avant que mon esprit ne rattrape le retard. Le son n'était pas à l'intérieur de mon appartement. L'immeuble était calme. C'était mon téléphone. Je l'ai attrapé sur la table de nuit, plissant les yeux contre la luminosité soudaine de l'écran. Appels manqués, notifications empilées les unes sur les autres. Une icône de messagerie vocale clignotant. L'heure indiquait 3h07 du matin. Pendant quelques secondes, mon esprit est devenu vide. J'ai pensé que c'était peut-être le travail, une urgence qui ne pouvait pas attendre le jour. Puis j'ai vu le numéro, inconnu. Ça a sonné à nouveau immédiatement. J'ai failli laisser faire. J'ai failli retourner le téléphone face contre terre et me dire que ce n'était plus ma responsabilité. Puis je l'ai entendu, faible mais incomparable, saignant à travers le haut-parleur avant même que je ne réponde. Des sirènes. Pas près de moi, près de quelque chose que je connaissais. J'ai répondu. Ma voix rauque de sommeil a dit allô. La voix à l'autre bout était calme et professionnelle. Ils ont demandé si j'étais Marin Brox. Entendre mon nom prononcé comme ça à 3h07 du matin a fait basculer la pièce. J'ai dégluti et j'ai dit oui. Ils ont demandé si j'étais en sécurité. Je me suis assise, la couverture glissant sur mes jambes et j'ai jeté un coup d'œil autour de ma chambre sombre, le contour de ma commode, la porte fermée, l'immobilité. J'ai dit,
Oui, je suis en sécurité. Il y a eu une pause, mesurée, prudente. Puis ils ont dit qu'il y avait eu un incident à mon ancienne résidence et ont demandé si j'y vivais encore. Ancienne résidence. Les mots étaient trop propres pour ce qu'ils remuaient en moi. J'ai dit, non, j'ai déménagé. Une autre pause. Puis ils ont dit qu'il y avait une activation d'alarme et un signalement de tentative d'effraction. La sécurité du bâtiment a répondu. Le locataire actuel a appelé le 911. Mon cœur a commencé à battre si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Mon appartement était calme, inchangé, mais mon corps est retombé dans de vieux schémas. Cette vigilance familière qui ne s'était jamais complètement dissipée. J'ai demandé ce qui s'était passé. Ils n'ont pas donné de détails. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de vérifier des informations et ont demandé si je pouvais venir au poste dès que possible. J'ai regardé mes mains brillant pâlement dans la lumière du téléphone et j'ai réalisé que je retenais mon souffle. Je l'ai laissé sortir lentement et j'ai dit que je viendrais. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise là à écouter le bourdonnement de l'immeuble. Pas de pas, pas de voix, pas de clé tournant dans ma serrure. Et pourtant, mes nerfs étaient en feu comme si quelqu'un venait d'être à l'intérieur de mon espace. Je me suis levée et j'ai enfilé un pantalon de survêtement et un sweatshirt. Mes mouvements automatiques. En remplissant un verre d'eau, mon esprit a formé la seule explication qui avait du sens. Claire. Pas de colère au début, juste une lourde certitude. Claire croyait encore que mon ancien appartement lui appartenait. Dans son esprit, mon bail était de la paperasse. Mes limites étaient un bruit de fond. L'appartement était un symbole qu'elle avait déjà revendiqué. Et les symboles ne changent pas de propriétaire juste parce que les faits le font. Mon téléphone a vibré à nouveau et j'ai tressailli. Maman. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Puis Claire. Je n'ai pas répondu. Puis papa. Ma gorge s'est serrée. Pendant un moment, la mémoire musculaire a failli gagner. Puis je me suis souvenu de maman me blâmant d'avoir embarrassé Claire. Papa détournant le regard. Le silence qui avait pris ma décision pour moi. Je l'ai laissé sonner. Les SMS ont suivi, s'empilant plus vite que je ne pouvais les lire. Où es-tu? Appelle-moi. Réponds maintenant. Puis un autre message. Court et tranchant. Ce n'est pas drôle. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Claire ne croyait jamais que les conséquences étaient réelles jusqu'à ce qu'elles soient assez fortes pour lui faire peur. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la rue de Boston en bas. Le pavé mouillé reflétait les lampadaires. Quelque part au loin, des sirènes s'estompaient dans la nuit. Mon esprit est retourné à mon ancien immeuble. Le couloir, l'éclairage tamisé. J'ai imaginé Claire debout là, confiante, peut-être habillée, tenant peut-être son téléphone juste comme il faut et Jared à côté d'elle parce que ça faisait partie du truc. Claire ne voulait pas juste l'accès. Elle voulait la preuve. Elle voulait faire une performance. Je pouvais le voir clairement. Amener Jared tard le soir parce que tard le soir semble dramatique. Vouloir lui montrer l'endroit à nouveau. Vouloir le rassurer. Vouloir faire tenir le mensonge. Puis la clé n'a pas fonctionné parce que je l'avais rendue. Parce que j'avais déménagé. Parce que quelqu'un d'autre vivait là. Maintenant, j'imaginais le sourire crispé, le rire forcé, le refus de laisser la réalité atterrir. Elle dirait que la serrure était cassée. Elle dirait que l'immeuble a changé quelque chose, n'importe quoi. Mais je faisais semblant. Et quand la clé a échoué, je savais ce qu'elle ferait ensuite. Elle essaierait quand même. Elle le faisait toujours. J'ai attrapé mon manteau et enfilé mes chaussures. Mon téléphone a vibré à nouveau. Plus de messages, mais je ne les ai pas lus. Je suis entrée dans le couloir de mon nouvel immeuble. Moquette propre, éclairage doux.
Tout calme et ordinaire. Le personnel de nuit a levé les yeux du bureau et a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête et dit que j'avais reçu un appel et que je devais sortir. Dehors, l'air froid m'a piqué le visage. J'ai serré mon manteau plus fort, agacé que mes mains tremblent encore. Je détestais que Claire puisse encore plonger mon corps dans la panique, même à des kilomètres de distance. J'ai attendu sur le trottoir, regardant les phares passer. Un couple est passé en riant, inconscient. Le monde continuait. Une voiture s'est arrêtée. Je suis montée et j'ai donné au chauffeur l'adresse du poste. Ma voix semblait stable. À l'intérieur, je me sentais fragile. Pendant le trajet, mon téléphone vibrait sans arrêt, face contre terre sur mes genoux. Je fixais les vitrines fermées et les lampadaires reflétés sur le pavé mouillé. Activation de l'alarme. Tentative d'effraction. Le nouveau locataire a appelé le 911. Cette phrase est restée avec moi. Nouveau locataire. Quelqu'un d'autre avait dormi dans mon ancienne chambre. Quelqu'un d'autre avait fait confiance à la serrure. Et Claire avait traîné son chaos dans la vie d'un étranger sans hésitation. Quand la voiture s'est arrêtée, le poste brillait vivement contre l'obscurité. J'ai payé et je suis sortie, mon souffle formant de la buée dans l'air froid. Je suis restée là, la main sur la porte, sentant le poids de ce dans quoi je marchais. J'avais déménagé pour m'éloigner d'elle. Mais à 3h07 du matin, elle avait encore trouvé un moyen de faire battre mon cœur. J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée. Le poste était durement éclairé. Tout en reflets fluorescents et murs pâles qui rendaient tout exposé. L'air sentait le vieux café et le désinfectant. Les voix résonnaient doucement. Les chaussures frottaient contre le carrelage. Et quelque part une imprimante bourdonnait. C'était le genre d'endroit où les émotions n'avaient nulle part où se cacher. Je les ai remarquées presque immédiatement. Maman se tenait près de l'entrée du couloir, tordant un mouchoir dans ses mains. Mascara taché sous ses yeux. Elle avait l'air secouée d'une manière que j'avais rarement vue, comme si le sol sous sa certitude avait bougé. Papa était un pas derrière elle, les mains fourrées dans ses poches, fixant le sol comme s'il espérait qu'il pourrait s'ouvrir et l'avaler. Claire était assise rigide sur un banc, les bras croisés serrés contre sa poitrine, la mâchoire serrée, les yeux fixés droit devant. Elle avait l'air en colère, pas effrayée, en colère que les choses aient échappé à son contrôle. Et puis il y avait Jared. Il se tenait près de Claire, grand et raide, sa confiance réduite à quelque chose de fragile. Quand il m'a vue, ses yeux se sont légèrement écarquillés. Il n'y avait pas de mépris dans son expression maintenant, seulement de la confusion, peut-être de l'embarras. Il ressemblait à un homme réalisant qu'il était entré dans la mauvaise histoire. Maman s'est précipitée vers moi dès qu'elle m'a vue. Sa voix montant. Elle a demandé où j'avais été, pourquoi je disparaîtrais comme ça, pourquoi j'avais fait peur à tout le monde. Ses mots se bousculaient. Panique emmêlée avec accusation. Je n'ai pas bougé vers elle. J'ai dit que j'allais bien. J'ai dit que j'avais déménagé. J'ai dit que j'étais en sécurité. Claire s'est levée brusquement. Elle a exigé de savoir pourquoi je ne lui avais pas dit. Elle m'a accusé de ruiner sa vie. Sa voix était tranchante, répétée, comme si elle jouait encore même ici. Avant que je puisse répondre, une policière en uniforme s'est approchée. Elle s'est présentée comme l'agent Bennett et m'a demandé de venir avec elle dans une petite pièce pour que nous puissions parler en privé. Maman a essayé de suivre, mais l'agent l'a arrêtée doucement et a dit qu'elle devait me parler seule d'abord. La pièce était simple. Une table, 2 chaises, une pile de formulaires. Pas de confort, pas de distraction, juste des faits. L'agent Bennett a demandé si je vivais toujours à mon ancien appartement. J'ai dit non. Je lui ai dit que j'avais déménagé plus tôt dans la semaine. Elle a demandé si j'avais donné à quelqu'un la permission d'entrer après mon départ.
J'ai dit non. Je lui ai dit que j'avais rendu le double au propriétaire. Elle a hoché la tête et l'a noté. Elle a demandé si ma sœur avait déjà vécu là. J'ai dit non. J'ai expliqué que Claire avait un double pour les urgences et que j'avais demandé à le ravoir, mais que mes parents le lui avaient donné quand même. Entendre cela dit à voix haute le faisait sonner exactement comme ce que c'était. Pas de l'amour, pas de l'inquiétude, un schéma. L'agent Bennett a demandé combien de fois Claire était entrée dans mon appartement sans permission. Avant que je déménage. J'ai hésité, puis j'ai dit 23 fois en 6 mois, à ma connaissance. J'ai expliqué comment j'avais commencé à compter après que mon courrier a été ouvert et mes affaires déplacées. J'ai mentionné la fête, l'avertissement de la gestion et les posts sur les réseaux sociaux. Elle a écouté sans interrompre. Puis elle a expliqué ce qui s'était passé cette nuit-là. Le nouveau locataire dormait quand l'alarme s'est déclenchée. La sécurité du bâtiment a répondu en premier et a trouvé 2 personnes tentant d'accéder à l'unité. Effrayé, le locataire a appelé le 911. Les officiers sont arrivés et ont trouvé les membres de ma famille dans le couloir avec un invité. Jared. L'agent Bennett a dit que la tentative d'entrée n'était pas accidentelle. Elle a dit qu'il y avait des preuves d'altération de la porte. Elle a dit que le locataire ne les connaissait pas et croyait que c'était un cambriolage. Mon estomac s'est serré en imaginant un étranger se réveillant en sursaut dans le noir, le cœur battant, pensant que quelqu'un forçait son entrée. C'était trop familier. L'agent Bennett a demandé si je voulais documenter les entrées non autorisées antérieures, pas seulement ce soir. Elle a expliqué que cela établirait un schéma. Elle a également expliqué l'option d'émettre un avertissement d'interdiction d'accès à Claire. J'ai hésité. Mes parents m'avaient élevé en me faisant croire qu'impliquer la police franchissait une ligne impardonnable. Garder ça en famille. Ne pas rendre les choses publiques. Ne pas embarrasser qui que ce soit. Puis je me suis souvenu de Jared à ma porte me traitant d'inutile. Je me suis souvenu de maman me disant de ne pas faire mal paraître Claire. Je me suis souvenu de papa détournant le regard. Je me suis souvenu d'avoir nettoyé après une fête que je n'avais pas organisée. J'ai dit oui. J'ai dit que je voulais que ce soit documenté. Signer le formulaire m'a stabilisé. Les faits ont du poids. Ils ne plient pas juste parce que quelqu'un le veut. L'agent Bennett a dit qu'elle ferait entrer ma famille pour que nous puissions clarifier les prochaines étapes. Quand ils sont entrés dans la pièce, la tension s'est épaissie. Maman a immédiatement commencé à expliquer, disant qu'il s'inquiétait, disant qu'il pensait que j'étais à l'intérieur, disant qu'il devait vérifier si j'allais bien. Sa voix tremblait, dramatique et urgente. L'agent Bennett a soutenu son regard et a dit « L'inquiétude n'accorde pas d'accès légal ». Elle a dit que j'étais une adulte. Elle a dit « La permission compte ». Claire a argumenté ensuite. Elle a dit que ce n'était pas un vrai cambriolage. Elle a dit qu'elle avait été là avant. Elle a dit que c'était pratiquement chez elle aussi. Pratiquement. L'agent Bennett s'est tourné vers moi et a demandé si j'avais donné à Claire la permission d'entrer après mon déménagement. J'ai dit non. J'ai dit que j'avais rendu la clé. J'ai dit que je n'avais pas partagé ma nouvelle adresse. Maman m'a fixé comme si je l'avais trahi. Elle a demandé pourquoi je ferais ça à ma famille. Elle a dit que je les faisais passer pour des criminels. Papa a enfin parlé. Il a dit qu'il voulait juste savoir si j'allais bien. Je lui ai demandé s'il savait que Claire avait dit à Jared que l'appartement était à elle. Papa a détourné le regard. C'était une réponse suffisante. Jared a parlé doucement alors. Il a dit qu'il ne savait pas. Il a dit que Claire lui avait dit que c'était chez elle. Il a dit qu'il pensait que tout allait bien. Sa voix manquait de la certitude qu'elle portait autrefois. Il a regardé Claire comme si quelque chose d'important s'était brisé. Claire l'a engueulé pour qu'il arrête de parler.
L'agent Bennett a expliqué qu'un avertissement d'interdiction d'accès pouvait être émis, interdisant formellement à Claire l'accès à la propriété. Elle a dit que ce n'était pas une ordonnance restrictive, mais que cela créait un dossier légal clair. Maman a haleté. Papa s'est frotté le front. Claire s'est figée. L'agent Bennett m'a demandé si je voulais que l'avertissement soit émis. J'ai pris une inspiration et j'ai dit oui. Maman a commencé à pleurer. De vraies larmes maintenant. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que je faisais ça à ma propre sœur. Elle a dit après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Je l'ai regardé et j'ai dit que je n'avais pas appelé la police. J'ai juste arrêté de couvrir. La pièce est devenue silencieuse. L'agent Bennett a souligné ce qui se passerait ensuite. Claire recevrait l'avertissement d'interdiction d'accès. Si elle tentait d'entrer à nouveau, les conséquences s'aggraveraient. Le système s'en chargerait. Claire a signé les papiers d'une main tremblante. La colère rayonnait d'elle. C'était la première fois que je la voyais vraiment ébranlée. Quand nous avons été congédiés, maman a essayé de m'atteindre à nouveau, mais j'ai reculé. Je lui ai dit que nous pourrions parler plus tard. Pas ici. Claire m'a foudroyé du regard, comme si elle ne me reconnaissait pas. Papa n'a rien dit. Jared a évité mes yeux. Son expression dépouillée de son arrogance. Dehors, l'air froid de Boston a frappé mon visage et rempli mes poumons. Mon téléphone a vibré dans ma poche, mais je ne l'ai pas vérifié. Je suis restée là un moment, respirant, laissant la nuit m'ancrer. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais claire. Pour la première fois, la vérité ne m'appartenait pas seulement à moi. Et ça a tout changé. Les jours qui ont suivi ont été plus calmes que je ne l'avais prévu, pas d'une manière dramatique, pas le genre de silence qui résonne dans vos oreilles, mais le calme doux et constant d'une vie qui n'est plus assiégée. Je suis retournée à mon nouvel appartement à Boston et j'ai fermé la porte derrière moi. Et pour la première fois depuis des mois, le bruit de la serrure qui clique ressemblait à une réassurance au lieu d'une résistance. Les matins sont devenus quelque chose que j'ai arrêté de précipiter. Je me réveillais sans que mon cœur ne saute à chaque petit bruit. Je faisais du café et laissais la tasse sur le comptoir, puis revenais 1 heure plus tard pour la trouver exactement là où je l'avais laissée. Pas de tiroirs ouverts, pas de courrier déplacé, pas de sentiment que quelqu'un était passé par ma vie pendant mon absence. Je n'avais pas réalisé combien de mon énergie avait été dépensée juste à garder mon espace, jusqu'à ce que je n'ai plus à le faire. Le travail semblait différent aussi. J'étais plus concentrée, moins dispersée. Mon esprit ne dérivait pas constamment vers des questions comme « Est-ce que Claire est passée aujourd'hui ?» ou « Est-ce que maman lui a donné une autre excuse ?» Je pouvais assister à des réunions sans ce bourdonnement sourd d'anxiété courant sous tout. Mes collègues l'ont remarqué avant moi. L'un d'eux m'a dit que j'avais l'air reposé. Un autre a dit que je semblais plus légère. J'ai souri et dit que je venais de déménager, ce qui était vrai à plus d'un titre. Ma famille n'a pas disparu complètement. Ce n'était jamais mon but. Mais la forme de notre relation a changé, et pour une fois, elle a changé à des conditions qui ne nécessitaient pas que je disparaisse à l'intérieur de moi-même. Nous nous sommes rencontrés uniquement dans des lieux publics après ça. Un café près du parc, un dîner calme à l'extérieur de la ville. Un terrain neutre où les murs et les témoins rendaient les limites plus faciles à tenir. Maman était prudente maintenant, comme quelqu'un marchant dans une pièce après que les meubles ont été réarrangés. Elle essayait encore de pousser parfois. Posait encore des questions qui s'approchaient trop près d'endroits que j'avais décidé de garder privés, mais elle s'arrêtait net quand je ne répondais pas. Papa écoutait plus qu'il ne parlait. Il évitait toujours le conflit, mais je pouvais voir quelque chose dans ses yeux qui n'avait pas été là avant. Une reconnaissance que le silence lui avait coûté quelque chose. Claire était différente. Elle ne s'est pas excusée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse, mais elle a arrêté de se présenter à l'improviste. Elle a arrêté de demander des clés.
Elle a arrêté de traiter ma vie comme une extension de la sienne. La confiance qu'elle portait autrefois si facilement était plus calme maintenant, tempérée par des conséquences qu'elle ne pouvait pas charmer. Nous parlions moins, et quand nous le faisions, c'était sur la défensive. Il y avait une distance entre nous qui semblait triste, mais aussi nécessaire. Jared n'est plus revenu sur le tapis. Quelle que soit l'illusion que Claire avait construite avec mon appartement comme fondation, elle s'était effondrée sous le poids de la réalité. Je n'ai pas posé de questions. Certaines vérités n'ont pas besoin de suite. La nuit dans mon nouvel endroit, je m'asseyais parfois sur le canapé avec les lumières basses et je pensais à quel point j'étais passé près de me perdre, en essayant de garder tout le monde confortable. Je pensais à toutes les fois où je m'étais dit que ce n'était pas si grave, que je réagissais de manière excessive. Que la famille fait juste les choses différemment. Je pensais à la fréquence à laquelle on apprend aux femmes à douter de leur instinct, surtout quand cet instinct demande de l'espace. La vérité, c'est que je ne suis pas partie parce que j'étais en colère. Je suis partie parce que j'étais fatiguée d'être effacée. Protéger ma paix ne m'a pas rendue froide. Cela m'a rendue honnête. Cela m'a montré que les limites ne sont pas des punitions. Ce sont des instructions sur la façon de vous traiter si l'on veut rester dans votre vie. Certaines personnes peuvent les suivre. D'autres se révèlent quand elles ne le peuvent pas. Je n'ai rien gagné de la manière dont les gens pensent habituellement gagner. Il n'y a pas eu de grande confrontation, pas d'excuse qui a tout réparé. Pas de moment où tout le monde a soudainement compris. Ce que j'ai gagné était plus calme et plus permanent. J'ai gagné du sommeil, de la concentration, un sentiment de sécurité qui ne dépendait pas du meilleur comportement de quelqu'un d'autre. Parfois, la guérison ressemble à un drame. Parfois, elle ressemble à une porte verrouillée qui reste verrouillée. Je vis toujours à Boston. Je marche toujours dans les mêmes rues, prends les mêmes trains et vis une vie ordinaire. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental a changé. Je ne m'explique plus aux gens qui bénéficient de mal me comprendre. Je ne confonds plus tolérance et amour. Et je ne remets plus mes clés, littérales ou autres, à des gens qui refusent de respecter ce qu'elles ouvrent. Si vous vous êtes déjà senti coupable de vous choisir, j'espère que mon histoire vous rappelle que la paix n'est pas quelque chose qu'on vous donne. C'est quelque chose que vous protégez. Et si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci. Le silence peut être un pouvoir et la vérité peut être la vengeance la plus bruyante.